Voilà, bonsoir, donc chers élèves. Donc, me voici à nouveau devant vous pour vous présenter une séance de révision pour la préparation, bien sûr, du baccalauréat. Donc, je vais vous présenter une série d'exercices qui va porter sur 5 exercices. Certes, on a déjà corrigé la séance passée, l'exercice numéro 1 qui portait sur la cinétique chimie. On l'a déjà corrigé. Donc, pour les élèves qui ont besoin, vous pouvez consulter le site pour voir la correction de cet exercice-là 1. Donc aujourd'hui, on va démarrer uniquement avec l'exercice numéro 2. Maintenant, vous serez en face de vous environ 4 exercices à corriger. Donc là, on va démarrer avec l'exercice numéro 2. Voilà, donc ici, que nous dit l'exercice? On nous dit ici sur l'étiquette d'un flacon contenant une solution S0 d'une monoamine primaire d'un laboratoire, les indications relatives à la densité D et à la formule chimique sont illisibles. Seul le pourcentage en masse d'amine pure de la solution S0 est lisible, soit le pourcentage P égale 63%. On vous dit cette indication signifie qu'il y a 63 grammes d'amine pure dans 100 grammes de la solution S0. Un groupe d'élèves, sous la supervision de leur professeur, entreprend de déterminer ici les informations illisibles sur l'étiquette de ce flacon. Ils font les 3 expériences décrites ci-après. Expérience numéro 1. On nous dit ici, avec une balance de précision, il mesure la masse M0 d'un volume V0 égale 10 cm3 de la solution S0 et trouve ici une masse M0 égale 7,5 grammes. Donc ici, avec un volume de V0 qui vaut 10 cm3, ils ont trouvé une masse qui correspond à M0 égale 7,5 grammes. Expérience 2, on vous dit, il dilue maintenant un volume VP égale 10 cm3 de la solution S0 dans une fiole jaugée de 1 litre, et obtiennent ainsi une solution S1, n'est-ce pas? Donc après, on vous dit, il dose ici un volume V1 égale 10 cm3 de la solution S1 par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire, Ca ici égale 0,040 mol par litre, en présence d'un indicateur coloré. Pour atteindre l'équivalence, ils ont versé un volume Va égale 20 cm3 d'acide. On vous dit à partir des résultats de l'expérience numéro 1, calculer la masse volumique ρ0 de la solution S0. Le résultat sera exprimé ici en grammes par centimètre cube, puis en grammes par litre, avant de déduire ici la densité. Donc, la question numéro 1 porte sur ici, on vous dit ici, à partir des résultats de l'expérience 1, calculer la masse volumique ρ0. Donc là, on va mettre ici, la question ici, c'est de 1, de 1, on dit calculer ici. Donc là, on va mettre calculons la masse, la masse volumique ρ0. Maintenant, pour l'expérience 1, alors que pour l'expérience 1, ici, l'énoncé nous a donné, bien sûr, le volume V0 qui vaut 10 cm3. Et là aussi, on nous a donné ici la masse M0. Donc, comment on calcule ρ, la masse volumique, ρ0, connaissant la masse et le volume. Donc, ρ, on sait que ρ égale à masse sur volume. Ρ égale M0 ici sur V0. Or, ici, on connaît la masse. La masse ici, on vous a dit que c'est 7,5 grammes. Le volume, on nous a donné 10 cm3. Et ici, le résultat sera en grammes par centimètre cube. Donc là, si on calcule, on va trouver ici 0,75 grammes par centimètre cube. Donc là, c'est ρ0. Donc ρ0 ici égale 0,75 grammes par centimètre cube. Donc là, c'est par gramme par centimètre cube. Mais là aussi, l'énoncé nous a demandé de donner aussi le résultat en grammes par litre. Donc dans ce cas ici, on prend les 0,75 grammes. Maintenant, on convertit 1 cm3 en litre, n'est-ce pas? Ici, ça fait 10 puissance moins 3, n'est-ce pas? Il suffit juste de convertir 1 cm3 ici en décimètre cube, n'est-ce pas? 1 cm3 égale à 10 puissance moins 3 décimètres cubes, qui correspond à litre. Et dans ce cas ici, on va faire remonter la puissance de 10, ça fait ici 0,75 10 puissance 3, voilà, gramme par litre. Donc ça, c'est la question 1. Maintenant, si vous en avez des questions,
par rapport à la question numéro un, par rapport à la détermination de la masse volumique, là aussi, je suis à votre disposition, hein. Donc, après le calcul ici de la masse volumique rho zéro, on vous demande en déduire ici la valeur de la densité. Donc, ici, on va mettre, déduisons ici la valeur de la densité, n'est-ce pas? Or, nous tous, nous savons que ici, comment on calcule la densité? Ici, la densité, c'est le rho du corps, la masse volumique du corps, sur rho sur rho de l'eau. Ici, pour un corps, bien sûr, liquide ou bien solide, notre référence sera ici l'eau. Donc, densité, c'est le rho du corps sur rho. Donc, ici, c'est rho zéro sur rho, n'est-ce pas? Ici, on a calculé tout à l'heure rho zéro. On avait trouvé 0,75 10 puissance 3 grammes par litre. On va diviser par rho de l'eau. Et rho de l'eau ici même, la valeur de rho de l'eau, c'est une constante. Rho, nous tous, nous savons que c'est toujours 1000 grammes par litre. Ça, c'est la valeur de rho de l'eau en grammes par litre. Et là, on avait pris le résultat grammes par litre, hein. Donc, dans ce cas, les grammes par litre vont partir. Et ici, on va déterminer la densité. Et là, ici, par calcul, on trouve que ici, la densité, c'est égal à 0,75. Donc, si on prend 0,75, 10 puissance 3, qu'on divise par 1000, 1000 aussi, c'est 10 puissance 3. Donc, les 10 puissance 3 voilà, peut partir. Et dans ce cas, on aura la densité qui vaut ici, bien sûr, 0,75, hein. Donc, ça, c'est euh, la question de la partie 2.1 qui concerne les deux premières parties de l'exercice. Là aussi, bon, je rappelle que toujours, si vous avez des questions, toujours à poser par rapport à ces deux premières questions-là, par rapport à la détermination, bien sûr, de la masse volumique rho zéro et aussi de la densité. Là aussi, je suis toujours à votre disposition, hein. Donc, après cette question 2.1, maintenant, on va partir à 2.2. On vous dit maintenant, on s'intéresse à l'expérience numéro 3, n'est-ce pas? Maintenant, je vous rappelle qu'ici, pour l'expérience 3, voilà, pour l'expérience 3, l'énoncé nous dit que, voilà, pour l'expérience 3, donc qui est là, on nous dit qu'il dose un volume V1 égale 10 cm3 de la solution S1 par une solution d'acide chlorhydrique. Maintenant, là aussi, je rappelle que la solution S1, c'était une solution d'amine, n'est-ce pas? L'énoncé l'a dit. Qu'on dose, bien sûr, par une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 0,040 en présence d'un indicateur coloré. Maintenant, ici, on vous a donné le volume d'acide versé pour atteindre l'équivalence. On vous a dit pour atteindre l'équivalence, ils ont versé un volume Va égale 20 cm3 d'acide. Donc là, on connaît le volume de l'acide, on connaît la concentration de l'acide et on connaît aussi le volume de la solution S1, qui est le volume de la solution d'amine. On vous dit maintenant 2,1 ou bien même 2,2,1, faire un schéma légendé du dispositif du dosage. Donc là, on va mettre ici en 2,2,1. Donc 2,2,1. On demande ici le schéma, bien sûr, du dosage, n'est-ce pas? Donc là, pour le schéma du dosage, donc là, on vous dit que, l'énoncé vous dit qu'on dose, bien sûr, on dose ici l'amine par une solution d'acide chlorhydrique. Donc là, je vais disposer, si vous voulez, d'un bécher qui est là. Donc là, c'est un bécher, n'est-ce pas? Là, maintenant, j'ai ce qu'on appelle une burette. Je prends ce qu'on appelle là, c'est une burette graduée, bien sûr. Donc là, je suis à votre disposition. Là, c'est un bécher. Et là, on dose l'amine. Maintenant, puisqu'on dose ici l'amine, donc là, je mets la solution ici S1. Donc là, c'est la solution S1, n'est-ce pas? Et là, maintenant, j'ai l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, la formule, on sait que c'est H3 plus Cl moins. Donc ça, c'est la solution d'acide, n'est-ce pas? Et là, l'énoncé nous a dit on a mis ici un indicateur coloré, bien sûr, bien approprié. Donc l'énoncé l'a dit en haut de l'énoncé, n'est-ce pas? Donc ici, on met un indicateur coloré, n'est-ce pas? Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, l'énoncé nous a dit qu'on a utilisé un volume, bien sûr, le volume de la solution S1, V1, c'était 10 cm3, n'est-ce pas? 10 cm3. Et là, je rappelle qu'on ne connaît pas C1, hein. Et là, le volume de la solution ici, d'acide chlorhydrique, n'est-ce pas? Donc là, c'est la solution S1. Donc là, pour l'acide chlorhydrique, H plus Cl moins, l'énoncé nous a donné ici Ca, c'est 0,040 mol par litre. Et ici, on nous a donné aussi le volume d'acide versé à l'équivalence qui vaut ici 20 cm cubes, hein. Voilà, donc c'est ça qu'on a. C'est ça le schéma du dosage, n'est-ce pas? Donc on dose ici la solution S1 qui est une solution d'amine. Or, tous les amines, on avait dit que tous les amines sont des bases faibles, hein. Tous les amines sont des bases faibles.
Donc là, on fait un dosage, bien sûr, d'une base faible par un acide fort, par l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique ici est un acide fort, n'est-ce pas? Maintenant, après la question 2 en 2 on nous dit, en notant l'amine par la formule RNH2, écrire l'équation de la réaction chimique support du dosage. Donc là, on nous demande en 2 on nous demande ici l'équation du dosage. Donc là, maintenant, comment on va écrire l'équation du dosage? N'est-ce pas? Donc là, je peux même vous poser la question. Si on vous dit qu'on dose RNH2, qui est l'amine, qu'on dose par l'acide chlorhydrique, oui. Menjai, il y a MF Ndiaye, oui. Oui, pour l'équation du dosage, Oui, euh, à la place de l'acide HCl, on met H3O+. Du coup, oui. L'acide, l'équation, ça sera euh, mhm. R, R, oui. RNH2 plus, RNH2 plus H3O+. plus, voilà, plus H3O plus. Ça donne Ça donne ici, euh, R, mhm. R, R, oui. NH, Oui. RNH3 RNH3 plus, oui. plus OH moins. Plus, OH moins. plus, au lieu de OH moins, on aura Plus plus. H2O, H2O. Voilà, voilà, plus H2 plus Zo. H2O. Donc là, l'équation, on aura une seule flèche, hein. Voilà, c'est ça l'équation, bien sûr, l'équation du dos. C'est ça l'équation du dosage, n'est-ce pas? Donc ici, c'est le dosage ici d'une base faible qui est l'amine par un acide fort qu'on appelle l'acide chlorhydrique. Maintenant, certains aussi, il y a certains qui préfèrent aussi mettre ici H3 plus Cl moins. Donc là aussi, il fallait mettre NH3 plus Cl moins. Mais c'est la même chose. Voilà, donc c'est ça la question. C'est ça la réponse donnée, hein. Donc ici, l'équation du dosage, c'est bien sûr RNH2 qui réagit avec H3O+, qui est l'acide chlorhydrique, pour donner ici RNH3+, plus ici H2, H2O. Maintenant, après l'équation bilan, on nous demande ici calculer ici la constante K de réaction. Donc là, pour calculer K, donc là, on va mettre calculons la constante de réaction K. Donc là, on va mettre calculons la constante de réaction K, hein. Maintenant, là aussi, on l'a fait. Donc là, on peut dire que la constante de réaction, c'est le produit des concentrations des produits ici, qui est RNH3+, n'est-ce pas? Donc là, je peux prendre la concentration de ici RNH3+. Donc là, l'eau ici est considérée ici comme un solvant, tout simplement. Donc je peux diviser par la concentration, bien sûr, des réactifs. Les réactifs ici, c'est RNH2, n'est-ce pas? Aussi, je multiplie par la concentration, bien sûr, de H3+, tout simplement. C'est-à-dire que je prends ici le produit des concentrations des produits qui se forment, excepté H2O. Je divise par, bien sûr, la concentration des réactifs. Or, ici, donc, nous tous, nous savons que Ka, ce qu'on appelle la constante d'acidité, du couple, bien sûr, RNH2, RNH3+, Ka, par définition, c'est la concentration de H3+, n'est-ce pas? Multiplié par la concentration de la base. Or, la base ici, c'est RNH2, n'est-ce pas? Sur la concentration de l'acide qui est RNH3+. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a ce couple-là. On a ce couple RNH3+, RNH2. Donc là, c'est le couple acide-base qu'on a. Donc, Ka, par définition, on nous a dit que c'est la concentration d'H3+, multipliée par la concentration de la base qui est ici RNH2, sur la concentration de l'acide qui est ici RNH3. Alors que là, si on regarde, c'est comme si ici, nous, on a l'inverse. Donc là, vous voyez, on a RNH3+ en haut et en bas, on a Et H3+ à la base. Donc on a un sur K. voilà, c'est ça, c'est 1 sur Ka. Donc ici, ce qu'on appelle ici la constante de réaction K, on peut dire que c'est égal à 1 sur Ka. C'est bien sûr, n'est-ce pas? Donc là, on peut remplacer. Donc ici, c'est 1. Et ici, l'ANS nous a donné, bien sûr, ici, la constante d'acidité du couple RNH2, RNH3+. Ici, c'est donné en bas de l'énoncé. Donc, je vous montre ici. Voilà. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc là, en bas de l'énoncé, vous avez vu. Donc là, on vous a donné le Ka du couple RNH3 plus RNH2. Et là aussi, on vous a même donné la valeur de ρO. Donc vous l'avez vu. Donc ρO est là. Donc là, je fais 1 sur Ka. Or, Ka ici, c'est 2 10 puissance, bien sûr, moins 11, hein. Donc c'est ça Ka. K du moins, c'est la constante de réaction. Et là, si on calcule, oui.
Aminata Dembélé, oui. Euh, je voulais savoir si Mhm. K, c'est la constante d'équilibre pour l'avenir. C'est ce que je Ça, demandais. Je vous demandais demandez? si K était la constante d'équilibre. Oui, pratiquement, c'est la constante d'équilibre. Oui, Vous vous prenez tout l'avez. simplement, voilà, la concentration des produits qui se forment, vous divisez par la concentration des réactifs, n'est-ce pas, hein? D'accord. Mm. Voilà. Donc là, par calcul, si vous calculez, vous trouvez ici la valeur ici. On trouve 0,5 10 puissance 11, hein. Donc là, c'est 0,5 10 puissance 11. Et là, 0,5 10 puissance 11, on peut dire que c'est 5 10 puissance 10, hein. C'est la même chose. Donc c'est ça la valeur de K. N'est-ce pas? Après, on vous dit en déduire le caractère total ou partiel de la réaction. Donc là, pour montrer le caractère total ou partiel, on va comparer K. Regardez la valeur de K, on va comparer par rapport à 10 puissance 4. Donc K ici, c'est 5 10 puissance 10, qui est supérieur, bien sûr, à 10 puissance 4. Donc on peut dire que ici, la réaction est totale. La réaction, n'est-ce pas, est totale. Donc si on vous demande pour un dosage, bien sûr, donc, Ka, donc là, c'est juste le rapport, le calcul. Vous avez fait le chapitre sur la constante d'acidité, n'est-ce pas? La constante d'acidité. Constante d'acidité, je vous rappelle un peu. Voilà, donc je vous rappelle que donc là, c'est juste rappel, n'est-ce pas? Ka, on vous a dit par définition sur le chapitre sur la constante d'acidité, c'est toujours la concentration de H3+, n'est-ce pas? Multiplié par la concentration de la base, B, sur la concentration de l'acide, n'est-ce pas? Ça, on l'a vu sur le chapitre sur, bien sûr, la constante d'acidité, n'est-ce pas, en chimie, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on a appliqué ici pour calculer, bien sûr, la constante de réaction. Voilà, la constante de réaction ici qu'on a noté K, KR, hein, ou bien K aussi. C'est bon. Donc, après ça, oui. Donc, si vous avez compris, il y a Khadija qui demandait cette question-là. D'où provient la valeur, voilà, donc d'où provient la valeur KR. Donc, KR, on vous a dit, c'est toujours le produit des concentrations des produits sur la concentration des réactifs, toujours. Donc, si vous avez une équation bilan, donc regardez l'équation. Pour calculer Kr, vous prenez la concentration des produits qui se forment, vous divisez par la concentration des réactifs, hein. Donc, c'est ça ce qu'on appelle Kr, hein, la constante de réaction Kr. On l'a noté ici K, hein. Donc, toujours vous regardez d'après l'équation, n'est-ce pas? La concentration, bien sûr, des produits que vous divisez par la concentration, bien sûr, des réactifs. Voilà. Donc, ici, après avoir déterminé ici la constante de réaction, on vous a dit en déduire le caractère total ou partiel. Donc, si vous calculez Kr, vous allez comparer toujours à la valeur 10 puissance 4. Si Kr est supérieur à 10 puissance 4, ça veut dire que la réaction est totale. Mais par contre, si Kr est inférieur à 10 puissance 4, on va dire que la réaction est partielle, n'est-ce pas? Or aussi, sachez que à chaque fois que vous avez le dosage d'un acide faible par une base forte, ou bien on dose une base faible, qui est le cas de l'amine ici, par un acide fort, toujours la réaction sera totale. Toujours, toujours. Dosage faible, fort, la réaction est toujours quasi totale. Donc, si vous calculez Kr, vous trouvez toujours une valeur qui sera supérieure à 10 puissance 4. Donc, ça, c'est toujours bon à savoir. Donc, après la question ici, euh, 2, 2, 2, en 2, 2, 3. Donc, on va passer à la question 2. 2, 2, 3. Ici, on dit calculer. Donc, ça, 2, 2, 3, c'est déjà fait même. C'est 2, 2, 4, hein. Donc, 2, 2, 4. Calculer la concentration C1 de la solution S1. Donc, là, on nous demande, calculons ici C1. Calculons C1 de la solution S1 avant de déduire la concentration ici, c'est 0. Maintenant, n'oubliez pas qu'ici, bien sûr, sur l'expérience numéro 3, l'énoncé nous a dit qu'il dose ici un volume V1 de la solution S1, qui est la mine, de volume 10 millilitres. C'est ça qu'on a dosé par la solution d'acide de concentration Ca et de volume Va. Donc là, pour calculer C1, puisque c'est un dosage, on passe tout simplement par la relation d'équivalence. Donc là, on va mettre tout simplement à l'équivalence. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a ici C1 V1 égale à Ca Va, n'est-ce pas? C1 V1, C1, c'est la solution, bien sûr, de la mine, n'est-ce pas? Donc là, je calcule C1 qui est égal à Ca, bien sûr, Va, sur quoi? Sur V1. Et là, je remplace, donc ici, C1. Ca, on nous a donné Ca. Ca, c'est 0,040 qui est là. Donc là, je mets
Voilà, CA, ça est là, c'est 0, bien sûr 0,040. Je multiplie ici par VA. VA, on nous a donné 20 cm3. Donc là, je multiplie par 20 cm3. Et je divise ici par V1. V1, on nous a donné, c'est 10 cm3. Hein. 10 cm3. Là, c'était 20 cm3. Donc là, vous voyez que les centimètres cubes vont partir. Et là, par calcul, on va trouver 0,08 mol par litre. Donc ici, on trouve 0,08 mol par litre. Donc là, c'est la concentration, bien sûr, de la solution S1, n'est-ce pas? Maintenant, après avoir calculé ici la solution S1, l'ANS nous dit ici, bien sûr, pour la question qui suit, c'est la question, bien sûr, 2 de 4, en déduire la concentration C0 de la solution S0, n'est-ce pas? Sans oublier que ici, pour trouver ici la concentration C0, il faut passer, bien sûr, à l'exercice, à l'expérience numéro 2, n'est-ce pas? Parce que l'expérience numéro 2, on nous a dit quoi? On nous a dit que il dilue un volume Vp égale 10 cm3 de la solution S0, n'est-ce pas? Dans une fiole jaugée de 1 litre, n'est-ce pas? Et obtiennent ainsi une solution S1, n'est-ce pas? Donc là, si je veux retrouver la concentration, bien sûr, C0, je peux passer par l'expérience numéro 2. Parce que ici, pour la solution S1, on peut travailler avec 1 litre de la solution, sachant qu'on connaît C1 qui vaut, bien sûr, C1, on a calculé, c'est 0,08, avec ici le volume de la solution, c'est le volume prélevé qui vaut 10 cm3, n'est-ce pas? Donc, ici, on passe par la relation, tout simplement, la loi de la dilution. Pour l'expérience de, il dilue un volume Vp égale 10 cm3 de la solution S0 dans une fiole jaugée de 1 litre, n'est-ce pas? Et on obtient ainsi, on nous a dit une solution qui est ici, S1. Donc là, je peux calculer bien sûr la concentration. Ici, c'est C0, tout simplement, en utilisant ici la solution prélevée. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire tout simplement ici C0, V0 égale à C1 fois V fois V1. Donc là, je mets ici. D'abord, je vais mettre ici déduire C0. Donc, déduire la concentration C0, bien sûr, de la solution S0, n'est-ce pas? Donc là, on peut utiliser l'expérience numéro 2, parce que l'expérience numéro 2, donc là, on va dire que C0 fois V0, c'est bien sûr ici égal à C1 fois fois V1. Et là, maintenant, je peux calculer la concentration C0, n'est-ce pas? J'ai juste appliqué ce qu'on appelle la conservation du nombre de moles. Et là, je tire C0 qui est égal à C1, V1, bien sûr, sur V0, n'est-ce pas? Et là, je vais remplacer tout simplement et calculer la concentration. C1, on avait calculé tout à l'heure. C1, on avait trouvé tout à l'heure 0,08, n'est-ce pas? V1 ici, c'est 1 litre, n'est-ce pas? Et là, V0, c'est 10 cm3. Hein. Donc là, je peux dire que c'est C1 qui vaut 0,08 fois 1 litre, le volume de la solution. Maintenant, 10 cm3, ça, je vais convertir bien sûr en litres aussi, n'est-ce pas? 10 cm3, c'est 0,6001 en litres. Maintenant, si je calcule, là, je vais trouver la valeur, bien sûr. Je vais trouver C0 égale 8 mol par. Monsieur, Oui, le V0 que vous avez mis là, c'est le volume levé. voilà, c'est le volume prélevé. Ce que j'ai mis en bas. Donc là, je peux même mettre VP, hein, si vous voulez. D'accord. D'accord. Donc ici, on utilise l'expérience numéro 2 hein, pour calculer ici la concentration C0. Parce que C0, on a prélevé un volume de 10. C'est ça qu'on a ajouté dans une fiole de 1 litre pour obtenir une solution S1. N'est-ce pas? Or, la solution S1, ici, on connaît la concentration, on l'avait calculé tout à l'heure. Donc, je passe par tout simplement la loi de la dilution pour calculer C0. Donc, ici, on trouve bien sûr C0 égale 8 mol par litre. Hein. Donc, c'était ça la question 2 de 4. Maintenant, après, en 2 de 5, on vous dit expliquer pourquoi les élèves ont eu besoin de réaliser l'expérience 2 au lieu de doser directement la solution S0. Donc, 2 de 5, on demande ici expliquer pourquoi les élèves ont besoin de réaliser. Donc là, je vais mettre ici besoin ici de réaliser l'expérience. On vous a dit l'expérience numéro 2.
n'est-ce pas? Pourquoi ici, euh, les élèves ont eu besoin de réaliser l'expérience de, oui, il y a l'Obenyai, oui, l'Obe, oui. Mais pourquoi vous n'avez pas pris V1, le volume V1 égale 10 centimètres cubes? Pourquoi j'ai pris le volume Vous V1 avez égale à pris 1. V1 égale à 1. Donc là, les 1 litre, c'est donné ici par l'énoncé. Regarde, pour l'expérience 2, Oui. le volume Mhm. prélevé, c'était 10. Tu as vu, hein? Oui. Donc, Oui. c'est ça le volume de la solution S0 qu'ils ont mis dans une fiole Oui. jaugée, mais de 1 litre. Tu as vu? Les 1 litre sont Mhm. là. C'est-à-dire que le volume final ici, c'est 1 litre. D'accord. D'accord, hein? J'ai vu que dans l'expérience 3, on a mis V1 égale 10 centimètres cubes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, on a trois expériences. Maintenant, le volume de la solution Mhm. S1, pour la solution S1, le Mhm. volume total, c'est 1 litre. Ça, c'est Oui. pour l'expérience 2. Après, qu'est-ce qu'il a fait D'accord. sur l'expérience 3? Il a juste fait un prélèvement de V1 qui vaut 10 centimètres cubes. C'est-à-dire que les 10 D'accord. centimètres cubes qui se trouvent dans l'expérience 3 ont été prélevés dans les 1 litre de l'expérience numéro 2, hein. D'accord. Voilà, voilà. Ok, merci. OK. Donc là, maintenant, après, on nous dit pourquoi maintenant, ici, les élèves ont eu besoin de réaliser l'expérience 2 au lieu de doser directement la solution S0. Maintenant, n'oubliez pas que la solution S0 était une solution trop concentrée. Regardez, on a même trouvé ici la concentration C0 qui vaut 8 moles par litre. Donc 8 moles par litre, c'est une solution trop concentrée. Parce que dites-vous que souvent, rappelez-vous, souvent dans les exercices, si on vous demande de déterminer la concentration, souvent vous trouvez de l'ordre de 0, n'est-ce pas? Dans beaucoup d'exercices, si on calcule la concentration, on trouve de l'ordre de 0, n'est-ce pas? 0,1, 0,2. Mais là, on trouve que la concentration, c'est 8 moles par litre. Ça veut dire que cette solution S0-là est une solution trop, trop, trop concentrée. Or, cette solution S0, n'oubliez pas que c'est une solution d'amine, n'est-ce pas? Donc, pour faire le dosage d'une solution trop concentrée, donc si on veut doser la solution S0 qui est très concentrée, donc il nous faut utiliser une quantité de matière très grande pour l'acide, n'est-ce pas? Donc, il faut que donc le nombre de moles d'acide qu'on va apporter doit être très grand. Raison pour laquelle on a fait une dilution d'abord pour l'expérience 2, vous avez vu, pour pouvoir maintenant, euh, pour que les élèves maintenant puissent réaliser, bien sûr, le dosage directement. C'est-à-dire qu'on a juste utilisé l'expérience 2 pour tout simplement, ça va nous simplifier. Pourquoi? Parce que dans ce cas, si on utilise une concentration, une solution moins concentrée, c'est-à-dire que si on fait la dilution, la solution sera moins concentrée. Et si la solution est moins concentrée, la quantité de matière d'acide qu'on va apporter ne va pas être très grande, hein. Donc ici, on va dire que S0. Donc là, pour répondre à cette question, oui, oui, il y a une question ici, Papa Ndiaye. Papa Ndiaye, oui, je vous écoute. On va dire que la solution S0 est trop concentrée. C'est pourquoi on a dilué. Voilà, c'est ça qu'on a utilisé maintenant. C'est parce que tout simplement la solution S0 est trop, trop concentrée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si la solution S0 est trop concentrée, il aurait fallu une grande quantité d'acide pour la doser. Tu as vu, raison pour laquelle on a fait une dilution. Donc là, on va dire que S0 étant ici trop concentré, n'est-ce pas? Étant trop concentré, il aurait fallu, donc là, on va mettre, il aurait ici fallu une grande quantité d'acide, une grande quantité d'acide, une grande quantité d'acide pour la doser, hein. Voilà, pour la doser. Donc ici, pour doser la solution S0, il nous faut une grande quantité de matière d'acide. Raison pour laquelle on a procédé d'abord par dilution, n'est-ce pas? C'est tout simplement ça, hein. Donc c'était ça la question 2,2,5. Maintenant, après la question 2,2,5, on nous dit ici en 2, 3, 1. Donc là, 2, en 2, 3, 1. Montrer que la concentration C0 de la solution S0 est donnée par la relation. Donc ici, montrons que ici C0 égale 63, on a mis, par ρ 0 sur bien sûr 100 multiplié par la masse mole. La masse mole. Donc là, cette réponse-là, ou bien cette question-là, bien sûr, demandée. Souvent, on demande ça même aux élèves. Surtout, il y a beaucoup d'exercices au baccalauréat où on va demander de montrer l'expression de cette concentration-là, n'est-ce pas?
Donc ça, c'est la concentration, bien sûr, des solutions commerciales. Donc là, pour faire la démonstration, c'est déjà même fait dans le cours. Donc on va passer d'abord par définition. Concentration, nous tous nous savons que c'est nombre de moles sur le volume. Donc ça, c'est par définition. Concentration égale nombre de moles sur volume, n'est-ce pas? Or ici, nombre de moles, je peux calculer nombre de moles. Nous tous nous savons que c'est égal à masse, bien sûr, sur masse molaire de la solution. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je remplace C0, je remplace N ici par masse sur masse molaire, mais multiplié par par le volume V0, bien sûr. N'est-ce pas? Or, ici, l'ANSER nous a dit que, n'oubliez pas que, souvent, pour les solutions commerciales, il y a ce qu'on appelle le pourcentage pur, en masse pure, le pourcentage en masse pure. C'est-à-dire que si vous avez une bouteille de solution commerciale, la bouteille, bien sûr, n'est pas pure. Donc, il y a juste une certaine masse qui est pure, mais l'autre, c'est comme si l'autre, c'est impur. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on appelle le pourcentage en masse pure, ce pourcentage-là, c'est la masse pure sur masse, bien sûr, totale. Si vous voulez, je mets masse pure sur masse totale fois 100. Donc, ça, c'est le pourcentage en masse pure. Et là, dans ce cas, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce M-là n'est rien d'autre que la masse pure, hein. Donc là, c'est la masse pure. Et à partir du pourcentage, donc là, je peux faire ressortir la masse pure. Donc, masse pure sera égale à pourcentage, bien sûr, fois M0 sur 100, n'est-ce pas? Sur 100. Et là, qu'est-ce que je fais? Je remplace M pur par son expression dans C0. Donc, C0 ici va devenir M pur, je remplace par tout ça. Donc, c'est pourcentage multiplié par ici M0, bien sûr, n'est-ce pas? Je divise par ici la masse molaire, n'est-ce pas? Multiplié par 100, bien sûr, fois V0, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, regardez, cette expression-là que je vais encadrer, donc cette expression-là, donc ça, c'est rien d'autre que ρ0, parce que ρ0, ρ également sur volume, n'est-ce pas? Ρ également masse sur volume. Donc, dans ce cas ici, que va devenir C0, si je remplace ça par ρ0, ça devient pourcentage, bien sûr, multiplié par ρ0 sur 100 multiplié par la masse molaire. Donc là, vous voyez. Or, ici, le pourcentage, le nom l'a donné, c'est 63%. Donc, vous le voyez, 63. Donc, ici, si je remplace, c'est comme si pourcentage, je remplace par 63, multiplié par ici, ρ0, sur bien sûr 100, multiplié par la masse molaire. Donc, c'était ça la relation demandée toujours. Donc, cette relation-là, souvent on demande ça, de déterminer ça. Et ça, toujours, c'est le cours. Il faut toujours faire partir de toujours de la relation C0 égale N0, N sur volume, n'est-ce pas? N égale masse sur masse vraie, mais cette masse-là représente la masse pure, n'est-ce pas? C'est la masse pure. Or, pourcentage égale masse pure sur masse totale fois 100. Et là, vous faites sortir masse pure. Connaissant la masse pure, on remplace son expression dans l'équation de C0. Et là, on verra que M0 sur V0 représente ρ0, n'est-ce pas? Si on remplace, on aura bien sûr C0 égale pourcentage fois ρ0 sur 100 fois la masse molaire, n'est-ce pas? Dans un exercice aussi, on peut vous demander de démontrer cette relation en utilisant bien sûr la densité, hein. Donc, dans ce cas, arrivé là, vous remplacez ρ0 par densité fois ρ de l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que pour obtenir la relation 10 fois pourcentage, n'est-ce pas, fois densité sur la masse molaire. C'est une relation que vous connaissez déjà, hein. Donc, si on avait demandé en fonction de la densité, donc vous remplacez ce ρ0 là par densité multiplié par ρ de l'eau. Or, ρ de l'eau, c'est toujours égal à 1000 grammes 1000 grammes par litre. Donc, c'était ça la question demande. C'était ça la question demandée, hein. Donc là, on a trouvé bien sûr C0, 63 fois ρ0 sur 100 fois la masse, 100 fois la masse molaire, n'est-ce pas? Et après ici, on nous dit en 2, 2, 3, en 2, 2, en 2, 3, 2 du moins, on nous dit en déduire la masse molaire de l'amine en grammes par mol. Donc là, on va mettre déduire, déduire ici la masse molaire, grand M. Donc là aussi, pour déterminer la masse molaire, puisqu'on nous dit en déduire, je vais utiliser la relation C0. Donc ici, C0, on a dit c'est égal à 63 fois ρ0 sur 100 fois la masse molaire. Et dans ce cas ici, je sors la masse molaire. Donc la masse molaire sera égale à 63, bien sûr, fois ρ0, n'est-ce pas, sur ici 100 multiplié par C0, n'est-ce pas? Donc là, je ne fais que
que remplacer et calculer l'expression de la masse molaire. C'est 63, n'est-ce pas? Rho 0, je pense qu'on l'avait calculé en haut. Rho 0, on avait trouvé 0,75 10 puissance 3. Donc, je vous rappelle la valeur qu'on avait trouvée, n'est-ce pas? Sur 100 ici, multiplié par la concentration C0, on a trouvé 8 moles par litre. Maintenant, si vous remplacez ici, vous calculez, vous trouvez la masse molaire égale à 59 ici. On trouve la valeur 59 grammes par mol. Donc là, je vais dire que ici, la masse molaire, bien sûr, demandée, c'est égal à 59 grammes par mol, n'est-ce pas? Donc, l'amine, la masse molaire de l'amine, ici, ça vaut 59, bien sûr, grammes par mol. Ça, c'était la question 2, 3, 2. Donc là aussi, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, je suis toujours à votre disposition pour vous permettre ou bien pour vous aider un peu à mieux comprendre. Donc, après la question, bien sûr, 2, 3, 2, on nous dit en 2, 3, 3. Donc là, je vais mettre 2, 3, 3. Déterminer la formule brute. La formule CRP est le nom du monoamine primaire, n'est-ce pas? Sachant que sa molécule est telle que l'atome de carbone est lié à l'atome d'azote et également lié à deux autres atomes de carbone. Donc là, c'est déterminons ici d'abord. On va déterminer d'abord la formule brute. Donc la formule brute d'abord, n'est-ce pas? Donc là, l'amine, n'oubliez pas qu'on nous a dit que c'était RNH2, n'est-ce pas? Donc R, c'est un radical alkyle qui correspond à CN, bien sûr, H2N plus 1 NH2. Donc je peux travailler avec ça. Donc la masse molaire de CN, H2N plus 1 tiré NH2, la masse molaire, c'est 59, hein? 59 grammes par mol, n'est-ce pas? Donc là aussi, je vais remplacer, masse molaire de C, c'est 12. 12 fois N, ça fait 12N, plus 2N ici, j'obtiens 14N plus 1, plus la masse molaire de N, c'est 14, plus 2 égale à 59. Donc là aussi, par calcul, je vais calculer ici la valeur de N. Maintenant, si je calcule ici N, je trouve N égale à 3, hein? Donc là, par détermination, on trouve N égale à 3. Maintenant, si je trouve ici N égale 3, je vais remplacer N par sa valeur ici. Et là, ça me donne ici C3, bien sûr, H7. Donc là, je mets C3, H7 NH2. Donc c'est ça la formule de l'amine. Donc en remplaçant tout simplement N par sa valeur, je trouve ici C3H7N. Donc c'est ça la formule brute de l'amine. Maintenant, pour cette formule brute, je peux donner. Mais ici, l'énoncé me dit que on nous a bien précisé que ici, pour la formule semi-développée est le nom de l'amine primaire. On nous a dit que ici, c'est une amine primaire, n'est-ce pas? Et cette amine primaire, sachant que sa molécule est telle que l'atome de carbone, il y a un atome de carbone, est lié à l'atome d'azote d'abord, et également lié à deux autres atomes de carbone. Donc, je peux mettre ici les trois carbones qui sont là, donc je mets les trois, c'est C, n'est-ce pas? On dit que l'atome de carbone est lié à l'atome d'azote, donc là, je peux mettre NH2, n'est-ce pas? Ici, cet atome de carbone est lié à deux autres atomes de carbone. Donc là, vous le voyez. Donc là, je mets ici un hydrogène. Donc là, c'est un CH3. Et là, c'est un CH3. Donc c'est ça la formule de l'amine demandée. Ça, donc, c'est la formule semi-développée, n'est-ce pas? Et dans ce cas même, on peut nommer même ce composé-là, bien sûr. Là, je, je vais utiliser maintenant ce sens de nomenclature pour déterminer, bien sûr, la formule de l'amine ici demandée. Donc, comment on va nommer, bien sûr, ce composé-là? Donc, l'atome d'azote est lié au carbone numéro 2, hein. Donc, soit je dis 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3, c'est la même chose. Donc, ça, c'est le propane, bien sûr, 2 amine, hein. Propane, 2 amine. Ça, c'est le nom, n'est-ce pas, du composé obtenu. Donc, là, c'est un exercice typique bac qui n'est pas trop difficile. Donc, cet exercice-là parle, bien sûr, du dosage d'une base faible qui est une amine par, bien sûr, un acide fort qui est l'acide chlorhydrique. Donc là, si vous avez des questions, oui, il y a Baïchare. Oui, Baïchare, oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Baïchare, ça va? Désolé de vous dire un peu en retard. Ah, vous étiez un peu en retard.
Et pour la question, euh, Oui. la détermination de l'eau, Pour la détermination de rho, oui, en haut. et vous avez mis M sur le V0, bien. Voilà, donc je vais vous montrer pour la... Je vais vous rappeler un peu puisque vous êtes un peu venu en retard. La question 1, on l'a fait ici. Donc, je vais vous montrer, c'est tout juste le début de l'exercice. C'est le début de l'exercice. Donc là, je vous montre. Voilà, ça est là. Donc, vous voyez, oui. Donc, ça, c'était la question 1. Calculons la masse volumique rho 0. Donc, on a pris juste l'expérience numéro 1. L'expérience E, on nous a donné le volume V0, c'est 10 cm3. Et on nous a donné la masse M0 qui vaut 7,5 grammes. Donc, je n'ai fait qu'appliquer la formule. Donc, rho 0 égale M0, rho égale masse sur volume, hein. On a donné la Je masse. pensais On que a j'ai posé ça. Hmm? Je pensais que j'ai posé ça. C'est comme ça. Ah, Merci. d'accord. Donc, pour rho 0, on l'a calculé à la question numéro 1. Donc, on avait trouvé 0,75 grammes par centimètre cube, mais on l'a converti aussi en grammes par litre. On avait trouvé 0,75 puissance 3 grammes par litre. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Ok. ça, c'était ça pour l'exercice 1. Donc, s'il n'y a pas toujours de questions, je pense qu'on peut passer à un autre exercice, l'exercice numéro 2. Donc, voilà. Donc, si vous en avez toujours, si vous en avez des questions par rapport à l'exercice 2, sinon on passe à l'exercice 3. Maintenant, pour l'exercice 3, ici, c'est un exercice qui porte sur la dynamique, n'est-ce pas? La dynamique, c'est souvent un chapitre souvent qui vient à l'examen, comme vous le voyez. Donc, je vous présente cet exercice-là qui porte bien sûr sur la dynamique. Maintenant, que nous dit cet exercice-là? Donc, l'exercice 3, on nous dit des élèves se fixent comme objectif d'appliquer leurs connaissances en mécanique au jeu de plongeon. Ce jeu, réalisé à la piscine, consiste à passer au-dessus d'une corde, puis atteindre la surface de l'eau en un point le plus éloigné possible du point de départ avant de commencer la nage. Le bassin d'eau a pour longueur, donc là, je vais vous montrer en même temps, donc le schéma, après je vais vous donner le schéma. Voilà, donc c'est bon. Donc vous avez vu, donc ça c'est le schéma. Donc ça c'est le bassin d'eau que vous voyez ici, hein. Donc c'est ça le bassin d'eau. Ça c'est la corde. Et la corde a pour hauteur ici H2. Donc une personne se trouve ici, au point G, à une hauteur H1. Donc vous avez vu. Donc cette personne va nager, va plonger ici, n'est-ce pas, avec une vitesse V0 faisant un angle alpha, bien sûr avec l'horizontale, n'est-ce pas? Ça c'est la longueur, bien sûr, c'est la longueur grand L, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la longueur, bien sûr, d'arrivée, si vous voulez, même de la piscine, n'est-ce pas? Donc, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de voir ici, est-ce que si une personne se trouve ici au point G, est-ce que cette personne-là sera en mesure de pouvoir traverser la corde, oui ou non, hein? Donc, c'est ça l'objectif, hein, n'est-ce pas? Donc là, je vais vous dire, donc là, on nous dit, voilà, voilà, on vous dit le bassin d'eau a pour longueur L égale 20 mètres et est suffisamment profond. Le plongeur doit quitter un tremplin. À ce moment, son centre d'inertie G est à une hauteur H1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. H1, on vous a dit 1,5 m au-dessus de la surface de l'eau. La corde tendue horizontalement est attachée à une distance L égale 1,6 m du tremplin, n'est-ce pas? Elle est à une hauteur H2 qui vaut 2 mètres. Donc, H2 qui vaut 2 mètres, ça c'est la hauteur, bien sûr, de la corde, hein, du niveau de l'eau, n'est-ce pas? Au cours d'une simulation, les élèves font plusieurs essais en lançant avec un dispositif approprié un solide ponctuel à partir du point G. Les essais différents par la valeur du vecteur vitesse initiale du solide ou par l'angle, n'est-ce pas, du vecteur avec l'horizontale. Le mouvement du solide est étudié dans le repère OIJK, n'est-ce pas? Donc, trois axes, axe des X, axe des Y et axe des Z. Le point O est le point d'intersection entre la verticale passant par la position initiale de G et la surface de l'eau, n'est-ce pas? Donc ici, on nous dit la direction de l'axe I est perpendiculaire au plan vertical contenant la corde, comme l'indique la figure. On néglige ici les frottements et on prendra G égale 10 mètres par seconde carré. Lors d'un premier essai, le solide est lancé du point G à la date T égale 0 avec une vitesse V0, faisant un angle alpha égale 45 degrés avec l'horizontale.
Et là même, on nous a donné la valeur de V0. On nous dit que ici, V0 vaut 8 mètres par seconde et appartient au plan vertical défini par IK, n'est-ce pas? La première question en 3-3, en 3-1-1, c'est établir les équations paramétriques, n'est-ce pas, du mouvement. Voilà, je vais remonter un peu. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, on vous dit en première question. Donc, vous voyez ici le schéma qui est là. Établir les équations paramétriques du mouvement du solide. Donc là, on va mettre exercice numéro 2. Donc là, on va mettre exo 2, ou bien même c'est l'exercice 3 même, du moins, c'est l'exercice 3. En question 3-1-1, établir les équations paramétriques. Donc là, on dit les équations ici. Les équations paramétriques, hein. Donc ça, c'est la première question demandée. Établir les équations paramétriques. Donc là, je vous montre juste un schéma simplifié. Un schéma simplifié, voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, donc ce schéma-là a été simplifié. C'est ce même schéma que vous avez ici, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc, le solide est là, au point G, qu'on lance avec une vitesse V0, faisant un angle alpha, et le solide se trouve à une hauteur H1. Donc là, c'est la hauteur de la corde qui vaut H2. Donc ça, c'est tout ça, c'est le niveau de l'eau, hein. Donc là, on vous demande, bien sûr, de donner les équations paramétriques. Donc, on va mettre système solide, comme on a l'habitude de le faire. Donc là, je peux mettre système solide, n'est-ce pas? Référentiel terrestre supposé galiléen, n'est-ce pas? On passe au bilan des forces. Maintenant, là, on a une chute libre, donc il n'y a que le poids P. Ok. Et maintenant, après, on passe ici par le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Donc, étude dynamique. Théorème du centre d'inertie. Maintenant, théorème du centre d'inertie. Donc là, puisqu'il n'y a uniquement que le poids, on va dire P égale à MA, n'est-ce pas? Et P, on sait que c'est ici M fois G qui est égal à donc MA. Donc, en simplifiant par la masse, j'obtiens ici A vecteur égale à G vecteur. Donc, A égale à G. Maintenant, n'oubliez pas que toujours, on vous a dit que G est toujours vertical dirigé vers le bas. Donc, toujours G est dirigé comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le vecteur G, n'est-ce pas? Donc, puisque là, on a A qui est égal à G, donc là, je vais passer par les coordonnées. Donc, là, je donne AX, AY et là, AZ. AX, c'est GX. AY aussi, c'est GY. Et AZ, c'est GZ. Pourquoi? Parce qu'on a dit que A égale à G, n'est-ce pas? Or, vous avez vu ici, G suit toujours l'axe des Y, n'est-ce pas? Du moins, pas l'axe des Y même, mais l'axe des K. Donc, comme vous avez vu ici, le schéma, on a donné le vecteur unitaire K. Donc, l'axe des Z ici est comme ça, n'est-ce pas? Donc, or que G est toujours vertical, dirigé vers le bas, n'est-ce pas? Donc, Gx ici, voilà, Gx égale à 0, n'est-ce pas? Donc, là, on a Gx égale 0. Gy aussi égale à 0, mais Gy égale à moins G. Az du moins égale à moins G. Pourquoi? Parce que l'axe des K est dirigé vers le haut et G est dirigé en bas, sens contraire. Donc, vous voyez, il faut regarder l'axe dirigé vers le haut, comme vous le voyez ici, l'axe des K dirigé vers le haut, alors que G est dirigé toujours vers le bas. Donc, A suivant Z, c'est GZ, c'est égal à moins G, hein. Donc, après, on passe par la vitesse initiale, que vaut V0 suivant X, V0 suivant Y et aussi V0 suivant Z, hein. Donc là, on va regarder le schéma. Donc, V0 est là, je projette suivant l'axe des X. Donc, c'est ça, V0 suivant X. Et du côté adjacent à l'angle alpha, donc là, c'est V0 cosinus alpha. V0 suivant Y, c'est 0. Et suivant Z ici, c'est V0 sinus alpha. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe par la vitesse V en fonction du temps, V. Là, je détermine Vx, Vy et Vz. Mais par définition, on sait que V suivant X, c'est A suivant XT plus V0 suivant X. Là aussi, c'est A suivant YT plus V0 suivant Y, n'est-ce pas? Là aussi, c'est A suivant ZT plus V0 suivant Z, hein? Donc, toujours, si vous avez des questions, toujours, n'oubliez pas de lever la main. Donc là, je ne fais que remplacer. A suivant X, on avait dit que c'est 0.
Or, V0 suivant X, on a dit que c'est V0 cos alpha. Donc là, il va me rester V0 cosinus alpha, n'est-ce pas? A suivant Y, c'est 0. V0 suivant Y, c'est 0. Donc là, je trouve 0. Hein. Donc A suivant Z, c'est moins G. T plus V0 suivant Z, on a dit que c'est V0, mais sinus alpha. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je passe, bien sûr, à OM0. OM0, ça veut dire que les positions initiales, X0, Y0, Z0. N'est-ce pas? Donc, X0 égale à 0, ça commence par l'origine. Y0, c'est 0, mais Z0 ici, c'est H1. Donc, vous avez vu, la hauteur ici, c'est H1, n'est-ce pas? Et maintenant, on passe par ce qu'on appelle les équations OM, X, bien sûr. Donc là, c'est X, Y et Z. Hein? X, par définition, c'est 1 demi de A suivant X t carré plus V0 suivant XT plus X0. Là aussi, même chose, 1 demi de A suivant YT carré plus V0 suivant YT plus Y0. N'est-ce pas? Donc là, il y a Khadinian qui demande pourquoi. Donc, il y a même Nafissatou d'abord qui demande, ou bien même Ahmadou Sow, salut monsieur, je n'ai pas compris la projection suivant Y et Z. Donc là, je vous rappelle que, regardez, je vous montre les trois axes. Voilà, donc on vous a donné ici trois axes qui sont là. Donc, on vous a donné trois axes. Donc là, c'est la vitesse de lancement. On a lancé avec une vitesse V0. Là, c'est un angle alpha, n'est-ce pas? Et là, c'est notre origine. Hein? C'est notre origine. Donc, vous avez même bien vu ici, on a mis l'axe des I. Donc là, c'est le vecteur unitaire I. On a mis ici. Donc, I est dirigé comme ça. Vous avez même vu, on a mis K qui est dirigé comme ça sur l'énoncé. Et sachez que ici, l'axe qui reste, c'est l'axe des Y qui est dirigé comme ça. Donc là, c'est l'axe des Z, n'est-ce pas? Donc l'axe des Y avec comme vecteur unitaire ici qui est J. Hein? Donc c'est ça J. Or que là, vous avez vu que le mouvement se fait suivant XK, hein? Suivant I et K. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc là, G est toujours dirigé vers le bas, comme on l'a dit. Vous avez vu. Donc là, le mouvement se fait suivant l'axe des Z. On a lancé comme ça avec une vitesse V0. Le mouvement se fait suivant l'axe des Z. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, si j'avais dit que A tout à l'heure égale à G, j'ai dit que AX est nul. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le mouvement se fait ici suivant l'axe des Z. Vous avez vu. AY aussi est nul. Mais AZ, regardez. AZ, il faut regarder l'axe des Z. L'axe des Z est comme ça, dirigé vers le haut. Et G dirigé vers le bas. Ça veut dire que l'axe et G sont de sens contraire. Raison pour laquelle j'ai mis moins G. D'accord. Et là, tout à l'heure, il y a aussi Khadinian qui demandait pour Z0 pourquoi j'ai mis H1. Maintenant, n'oublie pas que on a lancé, mais à partir d'une hauteur ici, H1, par rapport à l'axe des Z. Donc, Z0 n'est pas nul. Khadi, si on avait lancé à partir de l'origine comme ça, si on avait mis V0 comme ça, dans ce cas, je vais dire X00, Y00 et Z00. Mais on a lancé à partir d'une hauteur ici, H0, n'est-ce pas? Raison pour laquelle j'ai mis Z0 égale à H1. Hein? Voilà. Donc, il y a Fallou Gueye. Fallou, vous avez une question aussi? Non, c'est bien. C'est bon, hein, Fallou? Voilà. Donc, je pense qu'on peut continuer. Donc, s'il n'y a pas de questions, bien sûr, n'est-ce pas? Donc là, c'était juste des explications pour vous montrer comment on a fait pour déterminer, bien sûr, les équations paramétriques demandées à partir des axes. Donc, toujours, il faut bien regarder les axes. Souvent, les élèves ont l'habitude de travailler avec X et Y, mais parfois, on peut changer et vous donner l'axe des Z. Il faut toujours bien regarder le schéma. Donc, là aussi, par définition, Z, ici, oui, il y a Baichara, oui. Mais est-ce que c'est forcément de mettre Y? Oui. Est-ce que c'est forcément de mettre Y? Parce que Y là-bas. Oui, Y n'est pas même représenté ici. C'est-à-dire qu'ici, on a juste représenté l'axe des I et l'axe des K. Or, I suit l'axe des X et K suit l'axe des Z. Hein? Donc, on Vous pourrait avez vu? dire Voilà, Y. voilà, c'est ça. On l'a même dit ici par IK. Hein? On l'a même dit ici sur l'énoncé. Donc, si vous voyez bien, on a bien mis IK. Hein? Vous l'avez vu? Donc, on pouvait tout simplement travailler avec l'axe X et Z.
Ça veut dire que tout suivant Y, on aura 0, n'est-ce pas? Donc là aussi, je remplace, j'aurai 1 demi de A suivant Z, comme on l'a dit, T carré, plus V0 suivant ZT, plus Z0, n'est-ce pas? Là aussi, si je remplace, A suivant X était nul, V0 suivant X, je vais trouver V0 cosinus alpha T, X0 égale à 0. Là aussi, je remplace, mais tout ça, j'obtiens 0. Parce que A suivant Y est nul, V0, Y0, Y0, 0. A suivant Z, j'ai trouvé moins G, donc là, ça fait moins 1 demi de G T carré. V0 suivant ZT, c'était V0 sinus alpha T. Et Z0, on a trouvé H1. Donc là, si vous voulez même, je peux vous réécrire. Donc ce qu'on a ici, je peux vous mettre OM. Donc ici, on a X qui vaut bien sûr V0 cosinus alpha T. Et là, on a Z égale moins 1 demi de G T carré plus, bien sûr, V0 sinus alpha T plus H plus H1. Donc, c'est ça les équations paramétriques demandées, hein. Ça, c'est la question 3.1.1. On a dit établir les équations paramétriques. Les équations paramétriques, c'est la même chose que les équations horaires du mouvement du solide. Et maintenant, on dit, après les équations paramétriques, en déduire l'équation cartésienne. Donc là, on va mettre déduire l'équation cartésienne. L'équation cartésienne, hein. Donc, comme vous le savez, pour déterminer l'équation cartésienne, donc là, on a les deux équations paramétriques qui sont là. Donc, je vais utiliser d'abord l'équation 1. Donc, sur l'équation 1, on nous a dit qu'ici, x égale V0 cosinus alpha t, et là, je sors t. T va devenir x, bien sûr, sur V0 cosinus alpha. Et maintenant, après avoir déterminé t, je remplace, bien sûr, t par son expression dans l'équation 2. N'est-ce pas? Dans ce cas, je calcule z, et ici z va devenir moins 1 demi de g. Donc t, je remplace par bien sûr x sur v0 cos alpha, mais on a dit carré, plus bien sûr ici v0 sinus alpha. T aussi, je remplace par x sur v0 cos alpha, mais plus ici h1. N'est-ce pas? Donc là, en simplifiant l'équation, j'obtiens ici l'équation cartésienne qui sera sous la forme x égale moins 1 demi de g, n'est-ce pas, sur quoi? Sur V0 carré cos carré alpha, hein, XO carré, n'est-ce pas? Plus ici, donc là, V0 sinus alpha, V0 cos alpha, les V0 là vont simplifier, et là vous aurez sinus alpha sur quoi alpha va représenter tangente alpha. Donc là, j'ai X tangente alpha plus H1. Donc c'est ça l'équation cartésienne demandée, l'équation cartésienne de la trajectoire. Et là, vous avez vu que l'équation est sous la forme parabolique, hein. Donc, c'était ça, en déduire l'équation cartésienne. Maintenant, après l'équation cartésienne, on nous dit ici, le solide passe-t-il au-dessus de la corde? Justifier la réponse. Donc là, on nous dit, donc ça, c'est la question 3, 1, 2. Donc, en 3, 1, 2, on nous dit le solide passe-t-il au-dessus de la corde? Donc là, on nous demande, est-ce que le solide passe au-dessus de la corde? Donc là aussi, chers élèves, il suffit juste de regarder, bien sûr, le schéma de l'exercice. Donc n'oubliez pas que ça, c'est le schéma simplifié. C'est la même chose que ça qu'on a. Donc ça, c'est la hauteur, bien sûr, de la corde qu'on a, H2. Et là, on a lancé le solide à partir du point G qui se trouve à une hauteur H1. Maintenant, si je lance le solide S et que maintenant le solide passe au-dessus de la corde, si par exemple le solide passe comme ça, au-dessus de la corde, maintenant la hauteur, bien sûr, à partir de la corde, sous cette hauteur-là, ça c'est Y, ça représente Y pour la trajectoire, n'est-ce pas? Donc, pour que le solide passe, il faut que Y doit être supérieur à H2. Pourquoi Y? Parce que ici, la trajectoire sera comme ça, si on lance. Donc, arrivé
bien sûr, au niveau de la corde, je vais essayer de déterminer Y du point de lancement à partir de la corde. Donc, de là jusque là, ça c'est Y. Et Y représente l'équation de la trajectoire. Maintenant, si ce Y-là est supérieur à H2, dans ce cas, le solide va passer. N'est-ce pas? Donc, ici, le solide passe. Donc là, on va dire que le solide, donc je vais mettre ça en bleu. Donc là, c'est le solide passe si et seulement si Y est strictement supérieur ici à H2. Mais si je calcule Y, je vais comparer à H2. Si Y est supérieur à H2, je vais dire que, bien sûr, ici, le solide va passer, n'est-ce pas? Maintenant, si je lance, n'oubliez pas qu'on lance à partir de G. Maintenant, la trajectoire arrive ici jusqu'au point de la corde. Or, si le solide quitte cette position-là G et arrive à même niveau que la corde, c'est comme si le solide a parcouru la distance petit l. Je pense que vous l'avez vu ici. En bas, petit l, on vous a dit c'est la distance à partir du point de lancement jusqu'au niveau de la corde. Cette distance-là, c'est L. Donc, si je lance le solide suit cette trajectoire-là. Donc, arrivé à même niveau que la corde, ça veut dire que le solide a parcouru la distance L. Donc, Y, lorsque X ici est égal à L. Donc, je vais calculer Y lorsque X égale à petit L. Et si je calcule ce Y-là, lorsque X, je le remplace par L, je vais comparer avec la hauteur H2. Si Y est supérieur à H2, je dis que le solide passe. Si j'obtiens Y inférieur, ça veut dire que le solide ne passe pas. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc là, je vais calculer Y pour X égale à L. Donc là, calculons. Donc Y, n'oubliez pas que c'est l'équation de la trajectoire. Je vous rappelle l'équation. On avait Y égale moins 1 demi de G, bien sûr. Ici, on a V0 carré, cos carré alpha, X carré, n'est-ce pas? Plus X tangente alpha plus H1. Donc, c'est ça qu'on avait. Maintenant, sur l'équation, c'est ça Y. Maintenant, là où je vois X, je le remplace par L, petit L. Si je remplace X par petit L, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant calculer ce Y-là pour comparer par rapport à H2. Hein. Maintenant, bon, il y a aussi, bien sûr, excusez-moi, je dis souvent Y, alors que j'ai donné l'équation en fonction de Z, donc c'est bien sûr Z. Hein. Excusez-moi. Hein. Voilà, donc c'est Z, bien sûr. Hein. Si Z, parce que l'équation de la trajectoire, c'était Z. Hein. Donc, voilà, merci pour la précision. Il y a Nafissatou, bien sûr. Donc, Z égale à moins 1 demi de G, V0 carré, cos carré alpha, X carré, plus X tangente alpha, plus H1, bien sûr. Hein. Donc là, on va remplacer X par L. Et dans ce cas, l'équation va devenir Z égale moins 1 demi de G sur quoi? V0 au carré, cos carré alpha, L carré, plus L tangente alpha, plus H1. Et là, maintenant, je vais calculer la valeur de Z en remplaçant toutes les données ici de l'énoncé. Et là, on nous a même donné ici la valeur de G. G, on nous a demandé prenez 10. Donc, G égale à 10 mètres par seconde carré. V0, on a donné ici 8 mètres par seconde. Donc là, c'est 8 élevé au carré. Cosinus, bien sûr, carré 45, parce que l'angle alpha, c'est 45. N'est-ce pas? Donc là aussi, l'énoncé nous a donné en haut la valeur de le petit L. Donc, on va regarder petit L ici sur l'énoncé. Ensuite, revenir. Donc, on va regarder sur, bien sûr, l'énoncé. Voilà, donc, voilà, comme vous le voyez, petit L ici, on a donné 1,6. Et la H1, c'est 1,5. Grand L, c'est 20. Hein. H2, c'est 2 mètres, comme vous le voyez. Donc là, si je remplace ici petit L par, on a donné petit L 1,6 au carré, plus L, qui est toujours 1,6, tangente alpha, qui est 45, plus H1. H1, on nous a donné ici 1,5. Donc, c'est ça que je vais calculer. Donc là, je vais calculer la valeur de Z, n'est-ce pas? Si je remplace L par 1,6 et H par, bien sûr, 1,5, je calcule ici, je trouve que Z, c'est égal à 2,7. Voilà, je trouve 2,7 mètres. Hein? Voilà, c'est ça la valeur de Z, n'est-ce pas? Donc ici, puisque j'ai calculé Z, je vais comparer maintenant Z par rapport à la hauteur H2, n'est-ce pas? Donc si bien sûr, ici, Z, comme vous le voyez sur le schéma,
Si Z est supérieur à la hauteur H2, donc je vais dire que le solide passe. Or, ici, H2, donc je vais mettre or H2, on nous a donné 2 mètres. Donc là, vous voyez que Z est bien supérieur à H2, n'est-ce pas? Donc là, je vais dire que donc, le solide passe. Donc là, le solide passe hein, au-dessus de la corde, n'est-ce pas? Donc, c'était ça la question demandée. Donc, sachez que souvent, on vous pose ces genres de questions-là. On va vous demander est-ce que le solide passe ou pas. Donc, il faut tout juste prendre l'équation de la trajectoire, calculer l'équation de la trajectoire Y ou bien Z, n'est-ce pas, en fonction de la distance de lancement par rapport à là où se trouve l'obstacle. Donc là, c'est petit l, comme vous le voyez, la distance entre la position de lancement et l'obstacle, c'est petit l. Donc, en revenant sur l'équation de la trajectoire, là où vous voyez x, remplacez ça par l, tout simplement. Et ça vous donne, bien sûr, l'ordonnée maximale. Maintenant, si vous avez l'ordonnée maximale, vous comparez avec, bien sûr, la hauteur de l'obstacle qui est ici la corde. Et là, pour comparer, vous verrez maintenant si le solide passe ou non. Donc, c'était ça la question, bien sûr, demandée à la question 3, 1, 2. Maintenant, après la question 3, 1, 2, donc on va passer à la question 3, 1, 3. Donc là, 3, 3, 1, 3, bien sûr. On nous dit, en cas où le solide passe au-dessus de la corde, quelle distance le sépare-t-il de la ligne d'arrivée lorsqu'il touche l'eau? Donc là, je vais calculer la distance, n'est-ce pas, du point d'impact, hein, du point d'impact, bien sûr, par rapport à la ligne d'arrivée, hein, par rapport à la ligne d'arrivée. Donc là, si on vous dit que on lance bien sûr un solide à partir du point G qui est là et que le solide passe et on vous dit que le solide touche l'eau. Maintenant, c'est comme si on vous dit le solide maintenant touche l'eau en un point quelconque, hein. Si le solide touche l'eau, ça veut dire que le solide maintenant se trouve suivant l'axe des X. Vous avez vu? Et ça, comme on l'a vu, ça c'est la portée, n'est-ce pas? C'est la portée, n'est-ce pas? Là, si on lance à partir du point G et que le solide maintenant passe au-dessus et parviennent à toucher l'eau, c'est-à-dire que le solide se trouve suivant l'axe des X, donc ça c'est la portée, hein. Donc, portée, comment on calcule la portée? On va poser tout simplement Y égale à Z, 0, n'est-ce pas? Donc là, je vais poser Y, du moins je parle de Y toujours, parce qu'on a l'habitude de travailler avec Y, mais c'est Z, Z égale à Z, Z égale à 0, n'est-ce pas? Et maintenant, Z signifie l'équation de la trajectoire. Et là, on avait Z qui correspond à moins 1 demi, bien sûr, de G. On avait dit V0 carré, cos carré alpha, x carré, plus ici x tangente alpha, plus H1 égale à 0. Maintenant, c'est ça Z. Et ça, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais calculer maintenant x du point de chute, xp, x de la portée, si vous voulez. C'est ça que je vais chercher. C'est ça que je vais chercher, n'est-ce pas? Et là, maintenant, en remplaçant, bien sûr, ici, G par sa valeur, donc j'obtiens ici, comme on l'a dit, j'obtiens moins 1 demi. G, on a donné 10. V0, on avait 8 carré, cos carré 45. Donc là, je mets xp au carré plus xp tangente ici de 45 plus H1 qui vaut 1,6 égale à 0. Et là, je peux calculer, bien sûr, cette expression-là. Donc, ça me fait moins 0,156. Là, ça fait moins 0,156. Bien sûr, xp au carré. Plus ici, euh, xp qui vaut 0,1. N'est-ce pas? Parce que tangente xp ici, tangente 45, c'est égal à 1. Donc là, j'obtiens xp plus bien sûr 1,6 égale à 0. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe tout simplement, on a une équation du second degré. Je passe par delta pour chercher xp. Il y a deux solutions si delta est positif. Et là, je vais chercher delta. Delta ici, on dit que c'est b carré, n'est-ce pas? 1 au carré moins 4 AC moins 0,156 fois
1,6. Après, c'est Voilà. 1,5. Voilà. Donc là, je vais calculer ici. Voilà, il y a Baïchare qui pose, je pense, une question, monsieur. Quelle est la Après, différence c'est entre... 1,5. Voilà. Donc, il y a Baïchare, attends, qui pose la question. Khadignan, hein, c'est Khadignan. Monsieur, quelle est la différence entre la portée et point d'impact? Maintenant, c'est la même chose, hein, Khadi. Si je dis point d'impact, c'est lorsque je lance le solide à partir de G et que le solide touche le sol. Donc, la position là où le solide touche le sol, c'est ça que j'appelle le point d'impact, n'est-ce pas? Et ce point-là correspond aussi à la portée. La portée, c'est la distance entre le point de lancement O jusqu'au point P, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la distance OP, c'est ça qu'on appelle la portée. Donc, le point d'impact, c'est ici le point P. C'est ça, Khadi, hein? Voilà. Donc, on a bien sûr l'équation du second degré. Et là, je rappelle que je pense que H1 ici, c'était 1,5, hein, au lieu de, j'ai mis 1,6, c'est 1,5. Voilà. Donc là, c'était 1,5. C'est ça dénoncé par l'énoncé. Donc là, je mets 1,5, n'est-ce pas? Et là, si je calcule, bien sûr, euh, delta, je trouve 1,94, hein. Et là, je calcule, maintenant, il y a deux solutions. Si delta, bien sûr, est positif, il y a moins b, comme vous l'avez vu, moins racine de delta sur 2a, et moins b, bien sûr, moins 1, plus, bien sûr, racine de delta sur 2a, c'est-à-dire que ici, 2 fois moins 0,156 moins b, moins racine de delta sur 2a, ou bien moins b plus racine de delta sur 2a. Et là, on va prendre moins b, moins racine de delta sur 2a. Pourquoi? Parce que une distance ne peut pas être négative. Donc, on va prendre la relation moins b, moins racine de delta sur 2a. Et là, si vous calculez XP, vous trouvez 7,7 mètres. Donc là, on trouve XP, n'est-ce pas? Qui correspond ici sur ce schéma à la distance OP, où on a trouvé 7,7 mètres. Donc c'est ça la portée. La portée, on a trouvé. Donc ici, si on lance le solide à partir du point G, n'est-ce pas? Le solide va tomber à un point P et la distance OP, c'est ça qu'on a trouvé, 7,7 mètres. Or, ici, l'énoncé n'a pas demandé la distance OP, mais l'énoncé ici a demandé la distance entre ici, le point de chute et la ligne d'arrivée. Donc, c'est cette distance-là qu'on demande de calculer, n'est-ce pas? Donc, pour calculer cette distance, bien sûr, n'oubliez pas qu'on nous a donné la distance L qui est là. L, on nous a dit que c'est 20 mètres, n'est-ce pas? Or là, j'ai calculé la distance OP, j'ai trouvé 7,7 mètres. Donc là, je peux calculer maintenant cette distance-là, n'est-ce pas? Qu'on peut appeler, je ne sais pas, si vous voulez, on peut l'appeler L ou bien, mais on va mettre tout simplement la distance. Donc je vais mettre la distance du point de chute à la ligne, bien sûr, d'arrivée. À la ligne d'arrivée, c'est égal à grand L, n'est-ce pas, auquel tu enlèves la valeur XP1. Donc, c'est toujours égal à grand L moins 7,7 mètres. Donc là, grand L même, on a donné 20 mètres. Donc, je prends la valeur 20 mètres, j'enlève 7,7 mètres, n'est-ce pas? Et cette distance-là, grand L moins XP, ou bien 20 mètres moins 7,7 mètres. Donc, si je calcule cette distance, je trouve la valeur ici qui vaut 12,3 mètres. Donc là, on trouve 12,3 mètres. Ça veut dire quoi? Le solide va toucher ici l'eau en un point P et le point P par rapport à la ligne d'arrivée, ça vaut 12,3 mètres. Donc c'était ça la question demande. La question demandée, hein? C'était la question ici, 3, 1, 3. Voilà. Après maintenant, on nous dit calculer la norme ici du vecteur vitesse et l'angle bêta que ce vecteur forme avec la verticale descendante lorsque le solide touche l'eau. Donc là, je vais mettre cette question-là. Donc c'est la question 3, 1, 4. 3, 1, 4. On me dit ici
calculons, donc je vais mettre calculons la norme de V0 et l'angle bêta, n'est-ce pas? Et l'angle bêta. Maintenant, là aussi, je vous rappelle que n'oubliez pas que ce qu'on appelle la vitesse, donc on a lancé le solide à partir du point G, comme vous le voyez ici au niveau du schéma. Le solide touche ici le sol ou bien l'eau en un point P. Donc là aussi, ça c'est la vitesse. Donc je peux même vous représenter la vitesse en ce point-là. Donc la vitesse est dirigée comme ça, est toujours tangente à la trajectoire. Ça c'est la vitesse du point, la vitesse, si vous voulez même, que j'appelle VP, n'est-ce pas? Maintenant, l'angle demandé, n'est-ce pas? L'angle, c'est l'angle formé entre, Léonard a même bien dit, que c'est l'angle formé ici entre la vitesse et la verticale. Donc la vitesse est là, ça c'est la verticale. Donc c'est cet angle-là qu'on demande. Cet angle, c'est ça, bêta. Donc si vous voulez, je vais mettre un schéma beaucoup plus clair. Donc ça, c'est la vitesse, VP. La vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Maintenant, si on projette par rapport à la verticale, c'est ça notre angle bêta demandé. N'est-ce pas? Donc là, d'abord, avant de calculer l'angle bêta, on va d'abord calculer la norme de la vitesse du point. Cette vitesse-là, on l'a appelée VP. Donc, je mets VP. Et là, c'est simple, puisqu'on a lancé à partir du point G avec une vitesse V0 qu'on connaît, qui vaut 8 mètres par seconde. Donc, on peut appliquer tout simplement le théorème de l'inertie cinétique entre la vitesse initiale, qui vaut V0, et la vitesse d'arrivée ici, qu'on appelle VP. N'est-ce pas? Donc, on va passer tout simplement par le théorème, bien sûr, de l'énergie cinétique. Donc là, c'est l'énergie cinétique du point P moins énergie cinétique initiale, n'est-ce pas? EC final moins EC initial, c'est tout simplement le travail du poids P, n'est-ce pas? Entre où? Entre le point de lancement G et le point P. Donc le solide quitte G et vient ici au niveau du point P, n'est-ce pas? Et là, maintenant, je peux remplacer, bien sûr, ECP ici. Je transpose, ici c'est EC0, n'est-ce pas? Auquel j'ajoute bien sûr le travail du poids. Donc ECP, on sait que c'est 1 demi de M VP carré. EC0, c'est 1 demi de M V0 carré. Maintenant, le travail du poids, comme on l'a dit, c'est toujours ici, puisque le solide descend, c'est MGH. Mais on va regarder ici, la hauteur, c'est quoi? N'est-ce pas? Regardez, on a lancé à partir du point G, n'est-ce pas? Le point de départ, c'est le point G, et le point d'arrivée, c'est le point P. Donc, de G ici à P, la hauteur, c'est H1, comme vous le voyez, H1. Donc, ici, c'est MG H1, tout simplement, n'est-ce pas? Et là, si vous voulez, je peux simplifier partout par M d'abord. Donc, ici, la masse peut partir, n'est-ce pas? Et là, je tire la valeur de VP. Donc, là, j'obtiens VP carré, bien sûr, qui sera égal à, ici, V0 au carré plus ici 2G H1, n'est-ce pas? Et là, VP va devenir tout simplement la racine carrée de V0 au carré plus bien sûr 2G H1. Donc, c'était ça la question demandée. La vitesse, bien sûr, là où le solide touche l'eau avec une vitesse VP, n'est-ce pas? Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je ne fais que remplacer. Ici, VP va devenir la racine carré. V0, on l'a donné. V0 carré, ça sera 8 au carré plus ici 2G. G, c'est égal à 10. H1, on a dit 1,5. Donc, c'était ça. Donc, par calcul, donc je vais remplacer. Et là, par calcul, on va trouver que cette vitesse, c'est égal à 9,7 mètres par seconde. Donc, ici, la vitesse, ici, c'est 9,7 mètres par seconde. Donc, la VP sera égale à 9,7 mètres par seconde. C'était ça la vitesse demandée. Maintenant, après le calcul, bien sûr, de la vitesse, il y a Abdurrahman. Oui, il y a une question, Abdurrahman. Donc, il y a Khadignan qui demande, monsieur, ici, c'est pas H2. Donc, H2, c'est la distance de la, regarde, la hauteur de la corde jusqu'au niveau de l'eau. C'est ça, H2. Alors que ici, ce qu'on appelle le travail du poids, qui est MGH, il faut regarder là où on a lancé le solide. Le solide est lancé à partir du point G, hein, Khadi, n'est-ce pas? Et touche l'eau maintenant, arrive ici. D'accord. Donc, il faut regarder le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, c'est le point G.
Le point d'arrivée, c'est l'eau. Donc là, vous voyez que de G à là, donc là, la hauteur, c'est H1. N'est-ce pas, Khadi? Donc là, il faut bien regarder. Oui, il y a Abdurrahman qui demande, qui lève la main. Abdurrahman, oui. Monsieur, Abou, oui. Abou Bakar, oui. et c'est pas moins MGH. Maintenant, regarde, bon, le solide quitte G et arrive ici, au niveau de l'eau. Donc le solide descend. Tu as vu? Oui. Si le solide descend, c'est MGH. Si le solide monte, c'est moins MGH. N'est-ce pas? Donc D'accord. là, tu vois que le solide quitte G et vient ici au niveau du point P. Donc là, le solide descend. Donc si le solide descend, le travail du poids est toujours positif. Donc c'est MG, MGH. N'est-ce pas? Donc là, on peut passer par le théorème, bien sûr, de l'incinétique, tout simplement, pour calculer euh, la vitesse, bien sûr, d'arrivée au point P. N'est-ce pas? Donc là aussi, sachez que euh, même si on nous demande cette vitesse-là, sachez que le mouvement se fait suivant toujours l'axe des Z. Et d'ailleurs même, on nous demande ici de déterminer l'angle bêta. Donc là, on va mettre d'abord déterminer, donc déduire bêta. Maintenant, là aussi, regardez, je vais travailler avec ce triangle-là, comme vous le voyez. Donc j'ai un triangle ici qui est là, n'est-ce pas? Donc ici, pour calculer bêta, je vais passer par le sinus de l'angle bêta. Donc là, je vais mettre ici sinus. Je vais mettre sinus bêta. Mais sinus bêta, que vaut sinus de cet angle-là? Sinus, c'est côté opposé, ça, n'est-ce pas, sur l'hypoténuse. Maintenant, ici, l'hypoténuse ne pose pas problème. Pourquoi? Parce que l'hypoténuse, c'est la vitesse VP pour ce triangle-là, qui est un triangle rectangle, vous avez vu. Donc là, c'est VS qui est l'hypoténuse, n'est-ce pas? Ça, c'est V suivant Y, V suivant Z du moins, n'est-ce pas? Ça, c'est V suivant, ça, c'est V suivant X. Vous voyez, donc ici, on a ce triangle-là, VX, VY, VZ du moins et VP, n'est-ce pas? Donc, sinus de l'angle, c'est côté opposé. Côté opposé, c'est V suivant X, n'est-ce pas? Sur l'hypoténuse qui est VP. Vous voyez. Or, ici, regardez, on a lancé à partir du point G. On avait dit que le mouvement se fait suivant l'axe des Y, raison pour laquelle on avait AX qui est nul, n'est-ce pas? Et AY qui est nul, et on avait A uniquement suivant Z qui était égal à moins G. Maintenant, même si on lance, regardez, même arrivé aussi au niveau du point P, regardez VP, ça signifie que aussi toujours le mouvement se fait suivant l'axe des Y. Donc, suivant X, le mouvement est constant. C'est-à-dire que la vitesse est toujours égale à une constante. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, le mouvement se fait suivant l'axe des Y à partir du point G. Et même arrivé ici au niveau du point P, vous voyez, le mouvement suit toujours l'axe des Z. Donc, ça veut dire quoi? Suivant X, la vitesse est égale à une constante. Or, ici, quelle était la vitesse suivant l'axe des X? On avait projeté, on avait dit que Vx, c'était V0 cosinus alpha, vous vous rappelez. Donc, puisque c'est une constante, donc ce Vx-là, c'est ça qu'on va retrouver ici. Donc, la valeur de Vx qui était là, n'est-ce pas? Lorsqu'on avait projeté Vx qui est égal à V0 cos alpha, là aussi, c'est ce même Vx qu'on a. Pourquoi? Parce que le mouvement se fait suivant l'axe des Z. Oui, Fali Touré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Pour calculer VP, on ne pouvait pas poser Z égale 0 et le tirer là-bas. Pour calculer VP, VP, oui. on ne pouvait pas poser Y égale 0 et tirer VP de l'équation de la trajectoire. Oui, mais l'équation de la trajectoire ne dépendait pas de VP, mais ça dépendait de V0. Si tu regardes, donc je vais vous montrer l'équation de la trajectoire ici. Je vais vous montrer l'équation de la trajectoire. Regarde, là, reviens un peu. Voilà, on avait l'équation, voilà, tu vois, l'équation de la trajectoire était là. L'équation ici de la trajectoire, on avait Z égale moins 1 demi de G, V0 carré cos carré alpha, X carré, plus X tangente alpha, plus H1. C'est-à-dire que même si tu poses Z égale 0, n'est-ce pas? Là, on ne connaît pas la valeur de X. Tu as vu? On ne connaît Oui, pas la valeur de X. Et aussi, ce Z-là dépend de V, dépend de V0. mm, Alors que V0, c'était la vitesse initiale de lancement. D'accord. oui, Donc là, si on vous dit à chaque fois déterminer la vitesse du point d'impact, toujours appliquer le théorème de lien cinétique, n'est-ce pas? d'accord, Maintenant, si vous d'accord. appliquez le théorème de lien cinétique, ça vous permettra
là, on a la vitesse initiale, donc on peut connaître la vitesse finale, la vitesse d'arrivée. Maintenant, arrivé là aussi, toujours au point d'impact, retenez toujours que la vitesse que vous avez ici, suivant l'axe des X, où on avait dit que c'est V0 cos alpha, c'est cette même vitesse qu'on a ici. Toujours. Pourquoi? Parce que le mouvement se fait toujours suivant l'axe des Y, suivant l'axe des Y. D'accord. Donc, toujours retenez ça. Donc, Vx, ici, c'est la même chose que V0 cos alpha qu'on avait déterminé là-bas. Donc, Vx, on va remplacer par V0 cosinus alpha. Sur quoi? Sur Vp. Donc, toujours lorsqu'on lance ici un solide, lorsque le solide touche le sol, donc la vitesse suivant l'axe des X qu'on avait ici, c'est cette même vitesse qu'on a ici. Pourquoi? Parce que le mouvement se fait toujours suivant l'axe des Y. Oui, il y a Papa Ndiaye qui lève la main. Oui, Papa Ndiaye. Mais ici, pour le travail de paix, on peut mettre moins mg H2 moins H1 plus mg H2. Non, regarde, pour trouver la hauteur H, d'abord, pour calculer le travail du poids, regardez d'abord si le solide monte ou bien si le solide descend. Donc là, on a lancé à partir du point G, vous avez vu. Alors que le solide touche l'eau, ça veut dire que le point de départ, c'est le point G, mais le point d'arrivée, c'était ici le point P. Donc, vous voyez que ici, le solide descend. Maintenant, puisque le solide descend, le travail du poids est Oui, positif. Donc là, c'est mgh, n'est-ce pas? Maintenant, H, pour déterminer H, regardez oui, toujours le point de départ et le point d'arrivée. Toujours. Ne regardez pas la trajectoire. Parce qu'on vous a même dit que, on vous a toujours appris que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, mais ça dépend toujours oui, de la position initiale et de la position finale. Donc, vous oui, regardez, la position initiale, c'était le point G de lancement, et la position finale, c'est le point P. Donc, de G ici à P, vous voyez que ici, c'est H1. Tu as vu? Parce que le point P coïncide ici avec l'horizontale, n'est-ce pas? oui, D'accord, le point de G, c'est ça. Donc, ça, c'est H1. Donc, H ici égale à H1. Donc, regardez tout simplement le point de départ et le point d'arrivée pour la détermination de H. Donc, ne regardez pas la trajectoire, oui, n'est-ce pas? oui, Donc, là oui, aussi, je rappelle que c'est important toujours de souligner que le point d'impact, lorsqu'on lance un solide au point d'impact, suivant X, la vitesse est toujours égale à une constante. Donc, ce que j'appelle ici Vx, c'est ça qui est égal à V0 cos alpha. Toujours. Ça, c'est à retenir. Donc là, on peut remplacer et calculer bien sûr sinus bêta. Donc là, je vais mettre sinus de l'angle bêta. Or, V0, on l'a parce que V0, on nous a donné c'est 8 fois cosinus 45. Sur ici, VP, on avait trouvé 9,7. Et là, maintenant, connaissant sinus bêta, on peut bien calculer la valeur de bêta. Et sinus bêta, ici, on trouve 0,58. 0,58 mètres par seconde. Et dans ce cas ici, connaissant sinus bêta, donc bêta va devenir tout simplement sinus moins 1 de B de bêta qui est égal à sinus moins 1 de 0,58. Et là, si vous le faites, vous allez trouver 35,7 degrés. 35,7 degrés. Donc ça, c'est la valeur de l'angle B, de l'angle bêta demandé, n'est-ce pas? Donc ici, ce qui est bon à retenir, c'est tout simplement que retenez à chaque fois qu'on lance le point d'impact, la vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et il faut bien lire. Donc parfois, l'énoncé peut vous demander de calculer ici, cet angle-là, n'est-ce pas? Mais ici, l'énoncé a demandé de calculer l'angle formé entre la vitesse et la verticale. Donc c'est cet angle-là qu'on demande de calculer. Et là, c'est toujours Vx qui est toujours égal à V0 cos alpha. Donc là, c'est toujours bon à retenir. Voilà, c'est toujours bon à retenir. Hein. Donc, après avoir oui, ici déterminé, bien sûr, l'angle bêta, on nous dit en 3-2, dans un second essai, les élèves voudraient que le solide touche l'eau en un point distant de 8 mètres de la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Quelle doit être alors la valeur de la vitesse initiale pour alpha égale 45? Donc là, l'objectif, c'est quoi? On nous dit qu'on lance avec une vitesse V0 et on veut que maintenant que le solide touche ici en un point P, sachant que la distance entre le point P et la ligne d'arrivée soit 8 mètres. Donc, vous le voyez ici, soit 8 mètres. Et alpha garde toujours la valeur 45. Maintenant, avec quelle vitesse, avec quelle vitesse V0 doit-on lancer ici le solide pour que le solide touche ici l'eau en un point, n'est-ce pas, qui se trouve à une distance
qui vaut 8 mètres par rapport à la ligne d'arrivée. Donc, avec quelle vitesse doit-on lancer? Et là, maintenant, il y a une information cachée derrière. Donc là, on va mettre d'abord, déterminons la valeur de la vitesse initiale. Donc là, c'est en question 3,2. Donc là, on va mettre déterminons la vitesse initiale. La vitesse initiale. Maintenant, là aussi, il y a une information donnée parce que si on nous dit qu'on lance et qu'on veut que le solide touche le sol, si le solide touche le sol, tout à l'heure, on l'a dit, ça, c'est la portée, n'est-ce pas? Donc là, on connaît la portée. On va tout simplement dire que si on lance à partir de G et que le solide touche le sol, ça veut dire que ça, c'est la portée. C'est comme si ici, Z égale à 0. Or, nous, on avait déjà l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, comme on l'a donné tout à l'heure, on avait ici Z qui était égal à moins 1 demi de G, bien sûr. Là, on avait V0 carré, cos carré alpha, X carré, plus quoi? X, on avait dit, tangente alpha, plus bien sûr H1. Maintenant, c'est ça l'équation de la trajectoire. Maintenant, si on lance et que maintenant le solide touche ici l'eau, ça veut dire que Z égale à 0. Ça, c'est évident. Donc, il y a une information cachée derrière cette question-là. On lance et qu'on veut que le solide touche le sol à une distance. Si le solide touche le sol, ça veut dire que Z égale à Z égale à 0. Et maintenant, ici, l'ENSE nous a donné la distance où le solide touche le sol. Donc, on nous dit que le solide touche le sol en un point ici, P, qui est égal à 8 mètres par rapport à la ligne d'arrivée. Donc, de là, du point P jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est égal à 8 mètres, n'est-ce pas? Or, nous, on connaissait la distance O ici jusqu'à la ligne d'arrivée, où on avait dit que c'est grand L qui vaut 20. Donc, si cette distance-là, ça vaut 8, et tout ça, ça vaut 20, donc on peut calculer la distance ici OP. Et cette distance OP, c'est ça qui représente la valeur X, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si je vais dire tout simplement ici que moins 1 demi de G, bien sûr, V0 carré, ici cos carré alpha, c'est X là, c'est ça qu'on appelle la distance OP, n'est-ce pas? Plus OP, tangente ici alpha plus H1 égale à 0. Ce OP là n'est rien d'autre que, donc là je vais mettre avec OP n'est rien que la distance L moins la distance 8 mètres. Or, L ici, on avait donné c'est 20 mètres, n'est-ce pas? 8 mètres, c'est la valeur du point d'impact par rapport à la ligne d'arrivée. Hein. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement ici faire ressortir la valeur de V0 ici, parce que c'est V0 qu'on nous demande de déterminer, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord essayer de transposer. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Si je transpose, j'obtiens ici, si je laisse ici, j'obtiens G, ou bien d'abord moins 1 sur 2, bien sûr. Donc là, vous avez V0 carré cos carré alpha, n'est-ce pas? Il y a le G qui est là, et OP carré. Donc, je transpose maintenant le reste. J'obtiens ici moins OP, comme vous l'avez dit, tangente alpha, moins H1, n'est-ce pas? Donc là, j'ai partout un signe moins. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant simplifier d'abord les signes moins, n'est-ce pas? Là, maintenant, si je simplifie les signes moins, voilà, je simplifie les signes moins. Là, donc, j'obtiens G ici fois OP carré sur, ici, on a dit 2 V0 carré cos carré alpha. Donc là, c'est égal à quoi? C'est égal à OP tangente alpha plus H1. Si je simplifie partout par le signe moins. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement pour 2 mégas pour des extrêmes. Et là, j'obtiens ici 2 V0 carré cos carré alpha qui sera égal à G, bien sûr, fois OP au carré sur quoi? Sur OP tangente alpha plus H1. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais ressortir maintenant la valeur de V0. Donc là, j'obtiens V0 carré sera égal à G fois OP au carré sur quoi? Sur 2 cos carré alpha que je multiplie par, bien sûr, OP tangente alpha plus H1, n'est-ce pas? Et là, maintenant, pour calculer la vitesse, je fais tout simplement la racine
la racine carrée. Et finalement, j'obtiens ici la vitesse V0 qui sera égale à la racine carrée de, ici j'ai G fois OP carré sur quoi? Sur 2 cos carré alpha, facteur de OP, n'est-ce pas? Tangente alpha plus H1. Donc, c'est ça l'expression de V0. Or, maintenant, ici, je ne fais que remplacer et maintenant calculer la vitesse V0. Et là, j'obtiens V0 qui est bien sûr égal à la racine carrée de G. On nous a dit que c'est 10. N'est-ce pas? La distance OP, c'est grand L moins 8. Grand L, c'était 20. 20, j'enlève 8, je trouve 12. Donc, 12 au carré. Je divise par 2 cos carré, ici, 45. N'est-ce pas? Facteur de OP, tout à l'heure, j'ai dit que c'est 12. N'est-ce pas? Tangente 45. Plus ici, H1 qui vaut 1,5. Et je prends la racine carrée de tout ça. Maintenant, après calcul, ici, je vais calculer, mais je trouve que la valeur V0 est égale à 10,3 mètres par seconde. Donc ici, je trouve que V0 égale à 10,3 mètres par seconde. Hein. Donc ça, c'est après calcul le résultat que vous allez trouver. Oui, il y a Fallou Gueye. Fallou, oui. Fallou. Fallou, oui, je vous écoute. Vous avez une question, Fallou? Bon, Fallou, je pense que... Voilà, donc c'était ça pour la question 3.2. Je pense que donc c'était tout pour l'exercice, bien sûr. Voilà, c'était ça tout pour l'exercice numéro 3. Donc, on va passer sans plus tarder à l'exercice numéro 4. L'exercice 4, bien sûr, qui va porter, bien sûr, sur Lorentz, n'est-ce pas? C'est un exercice qui porte sur Lorentz, n'est-ce pas? Donc, c'est un exercice qui n'est pas trop difficile. Lorentz aussi, c'est un exercice souvent qui sort à l'examen, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, même, c'est un exercice qu'on avait donné l'année passée. Donc, on va passer à l'exercice numéro 4. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on considère le dispositif expérimental schématisé ci-contre, comportant ici 4 zones, notées ici 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez ici, on a 4 zones schématisées ici dans le schéma. Hein. Zone 1, on vous dit que chambre d'accélération, entre ici, bien sûr, P1 et P2. Zone 2, sélecteur de vitesse. Donc, si on vous dit sélecteur de vitesse, ça veut dire qu'il y a les deux champs à la fois. Il y a le champ électrique E, il y a aussi le champ magnétique B. Raison pour laquelle on parle de filtre de vitesse ou bien sélecteur de vitesse. Maintenant, dans la zone 3, donc vous le voyez ici au niveau du schéma, dans la zone 3, on a ce qu'on appelle une chambre de déviation. Maintenant, pourquoi chambre de déviation? Parce qu'il y a un champ magnétique B. N'est-ce pas? Il y a une particule ici chargée qui se trouve dans une région de l'espace où il y a uniquement un champ magnétique B'. Donc, ce particule-là va être soumis à une déviation qu'on appelle ici une déviation circulaire. Après, maintenant, il y a la zone 4, région où il ne règne ni un champ électrique, ni un champ magnétique B. Donc, vous voyez, c'est la partie 4. Donc, ça veut dire quoi? Si une particule se trouve dans la zone 4, cette particule-là effectue ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme. Donc, ici, la trajectoire est rectiligne dans la zone 4, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici, F est un écran, bien sûr, placé à une distance grande D de la plaque P3, perpendiculaire à l'axe horizontal X'. C est une chambre d'ionisation qui émet des ions Na+. Donc là, qu'est-ce qu'on lance? On lance des particules Na+, de masse M et de charge Q. On nous dit ici P1, P2, P3 sont des plaques métalliques verticales placées, percées bien sûr de trous T1, T2 et T3, alignées sur l'axe horizontal X'. A1 ici et A2 aussi sont des plaques métalliques horizontales séparées par une distance grande D, petit d du moins 100. Elles n'ont aucun contact électrique avec P1 et P2. Le dispositif est placé dans le vide. On néglige le poids des ions devant les autres forces. Donc là, l'énoncé a bien précisé ici que on néglige le poids P, n'est-ce pas, par rapport bien sûr à la force électrique. 4.1, les ions Na+ sortent du trou T1
avec une vitesse supposée nulle, accéléré par une différence de potentiel U qui vaut potentiel de P1 moins potentiel de P2 entre les plaques P1 et P2. Ils franchissent le trou T2 avec une vitesse V0. Maintenant, première question en 4.1. Donc là, donc je vais mettre exo d'abord. Exo numéro 4. Donc là, j'ai un souci là. Donc on va passer voilà, à l'exercice numéro 4. Donc question 4.1. D'accord. Donc question 4.1 ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit par application du théorème de l'énergie cinétique, montrer que le rapport Q sur M, n'est-ce pas, charge massique pour un ion Na+ est donné par l'expression Q sur M égale V0 carré sur 2U. Donc là, c'est montrons que ici Q sur M égale à quoi? Égale à V0 carré sur 2U. Voilà, c'est ça la question demandée. Maintenant, là aussi, bon, c'est simple parce que on nous dit que les particules quittent ici sans vitesse initiale, n'est-ce pas? Et il arrive au niveau du trou T2 avec une vitesse V0. Donc là, c'est simple. Donc ici, on va tout juste appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc appliquons ici le théorème de l'énergie cinétique. Donc là, je vais dire EC, bien sûr, au niveau du trou T2, moins EC au niveau du trou T1. C'est ici égal au travail de la force électrique, n'est-ce pas? Entre ici, bien sûr, le point de départ T1 et T2. Or, ici, l'ANOS a dit que les particules, les ions Na+, quittent sans vitesse initiale. Donc là, sans vitesse initiale. Donc EC1 égale à 0. Donc il va me laisser tout simplement EC2 égale à travail de Fe, tout simplement. Or EC2, donc on peut remplacer par ici 1 demi de M V0 carré parce que la vitesse, on l'a noté V0. Maintenant, le travail de la force, bien sûr, électrostatique, on peut dire que c'est Q, n'est-ce pas? Le potentiel de la plaque de départ, on a noté P1, n'est-ce pas? Moins le potentiel de la plaque d'arrivée, n'est-ce pas? Donc, évitez de mettre toujours des QU, hein? Donc, c'est Q potentiel de départ, la plaque de départ, donc c'est la plaque P1, moins potentiel de la plaque d'arrivée, n'est-ce pas? Puisque là, on a lancé des particules Na+, Q égale à plus E. Or, ici, potentiel de P1 moins potentiel de P2, l'ENOS a noté ça U, hein? Donc là, on peut dire que donc, 1 demi de M V0 carré, bien sûr, là, c'est égal à U fois U. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant, sort le rapport Q sur M. Donc là, Q sur M, Q, je divise ici par M, n'est-ce pas? Ça sera égal à ici V0 carré sur 2U. Donc, vous le voyez. Donc, le U ici va venir tout simplement au dénominateur et M ici aussi au dénominateur. Donc, vous aurez U sur M égale V0 carré sur 2U. C'est ça ce qu'il fallait démontrer, n'est-ce pas? Ça, c'était la question, bien sûr, 4.1. Maintenant, après la question 4.1, on vous dit ici, dans la zone 2, règne simultanément un champ électrique uniforme de vecteur E vertical et un champ magnétique uniforme dont le vecteur B est perpendiculaire au plan de la figure. Sur votre feuille de copie, faire un schéma où sera représentée la force électrique Fe qui exerce sur un ion se trouvant dans la zone 2. Donc, on va mettre ici en 4, 2, 1. Donc là, on va mettre 4, 2, 1. Représentons ici. On vous demande ici de représenter Fe, n'est-ce pas? Maintenant, ici, puisqu'on vous dit nous sommes dans la zone 2, donc là, je vais faire le schéma de la zone 2. Donc, on a la plaque, bien sûr, A1 qui est là. Et là, c'est la plaque, je vais mettre. Là, c'est A2, comme on l'a dit. A2. Et là, on a représenté le sens, bien sûr, de E, du champ E. Vous avez vu, donc là, c'est le sens de E. Donc là, c'est l'axe qui est là, n'est-ce pas? On a même mis ici un champ magnétique B, donc je vais mettre B ici, n'est-ce pas?
un champ magnétique B, n'est-ce pas? Donc là, on a les deux champs, comme vous le voyez. On a un champ magnétique B et un champ électrique E. Or, ici, on a lancé des particules, que vous voyez, des particules, bien sûr, Na+. Pour les particules Na+, on a dit que Q égale à plus E. Donc, puisque Q est positif, sans oublier que on nous a appris que Fe, c'est toujours le valeur absolue de QE. On vous a dit que si Q positif, Fe et E seront de même sens, si Q positif. Donc là, je vais mettre si Q positif, ça entraîne que ici Fe, E, même sens. Et là, on voit bien que Q est positif. Pourquoi? Parce qu'on lance ici des particules Na+, donc Q est bien positif. Donc Fe et E seront de même sens. Or, vous voyez que Fe se dirige de A1 vers A2. Donc là, c'est la plaque positive, bien sûr. Là, c'est la plaque négative. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que E se dirige toujours vers les potentiels décroissantes. E se dirige toujours de la plaque positive vers la plaque négative, toujours. Donc, si on vous donne le sens de E, c'est parce que cette plaque-là est chargée positivement et cette autre plaque est chargée négativement. Et dans ce cas ici, puisque Q est positif, donc Fe et E seront de même sens. Donc là, je peux représenter sur un ion Na+, je représente ici Fe. Hein. Donc Fe est dirigé comme ça. Pourquoi? Parce que Q est positif, donc Fe et E seront de même sens. Donc c'est ça qu'on vous demande sur votre feuille de copie, faire un schéma où sera représentée la force électrique Fe qui exerce sur un ion se trouvant dans la zone 2, n'est-ce pas? Et là aussi, on vous dit, sur le même schéma, en 4-2-2, sur le même schéma, représenter, justification à l'appui, la force Fm qui doit s'appliquer, donc sur le même ion, pour qu'il suive une trajectoire rectiligne au niveau du trou T3. Donc là, je vais mettre aussi 4-2-2. Donc 4-2-2, on vous dit, représentons aussi Fm. Hein. Représentons ici Fm, n'est-ce pas? Maintenant, ici, comment on va représenter Fm sur ce schéma-là? On vous dit sur ce même schéma. Donc là, on va représenter Fm. Maintenant, on vous a même dit ici pour que les particules suivent ici au niveau du trou T3. Donc, on veut que les particules qui entrent ici avec une vitesse V0 puissent suivre la trajectoire rectiligne jusqu'au trou T3. Maintenant, pour que les particules suivent ici, arrivent ici au niveau du trou T3, il faut que Fe et E, bien sûr, la somme de ces deux forces soit égale au vecteur nul. C'est-à-dire que les deux forces Fe et Fm ne doivent pas être dans le même sens. N'est-ce pas? Donc là, on va dire pour que, donc là, on va le mettre, pour que les particules, bien sûr, Na+, arrivent ici au niveau du trou T3. Donc là, il faut que les deux forces Fe plus Fm soient égales au vecteur nul. C'est-à-dire que les deux vecteurs ne doivent pas être dans le même sens, n'est-ce pas? Or, ici, on voit bien que Fe est dirigé ici vers le bas. Donc, Fm doit être toujours de sens contraire. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle la partie filtre de vitesse. Donc, là, vous voyez, maintenant, si les deux particules, si Fe est dirigé comme ça, Fm comme ça veut dire que les particules pourront poursuivre ici leur trajectoire et sortir ici au niveau du trou T3 pour suivre leur trajectoire. Donc là, vous voyez que Fm est bien dirigé ici vers le haut, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la trajectoire. Et même en 4, 2, 3, on nous dit ici même, en 4, 2, 3, on vous dit ici, en déduire le sens du vecteur champ magnétique B dans la zone 2, n'est-ce pas? Déduire ici le sens de B. Donc là, il suffit juste d'appliquer la règle de la main droite. Donc là, vous avez vu qu'on lance des particules positives. Q est positif, Fm est dirigé vers le haut. Donc là, j'applique tout simplement la règle de la main droite, n'est-ce pas? Donc, règle ici, la règle de la main droite, n'est-ce pas? De la main droite. Donc là, c'est simple. Donc, il suffit juste de voir que le pouce indique le sens de Fm qui est dirigé comme ça.
Donc, ça, c'est les quatre doigts qui sont là, n'est-ce pas? Donc, les quatre doigts toujours donnent le sens de QV. Ah, d'accord. Donc là, les quatre doigts donnent toujours le sens de QV. Donc là, c'est QV. Bon. Pourquoi? Parce que ici, Q est positif. Donc QV prend le sens de V. Donc vous avez que V est dirigé comme ça. Donc ça, c'est le sens de QV, n'est-ce pas? Donc là, c'est le sens de FM. Donc FM, vous l'avez vu, dirigé vers le haut. Et dans ce cas, B ici sera rentrant. Donc si vous voyez, donc B ici va être rentrant en appliquant ici, bien sûr, la règle de la main droite. On voit bien sûr que B est rentrant. Donc, c'était ça la question 4-2, 4-2-3. Voilà, donc je pense que donc, pour les questions qui restent, donc on s'est arrêté à la question 4-2-3. Donc, il en nous reste ici les questions 4-2-4. Et aussi, je pense qu'il y a pratiquement trois questions qui restent. Donc, sinon, on peut, puisqu'il est presque 22 heures, donc on va se donner, je pense, voilà, rendez-vous s'il n'y a pas de questions, bien sûr, par rapport à ce qu'on vient de faire, par rapport à la représentation de FM. Il y a ou bien la force électrique ou bien le champ magnétique, comment on a fait pour représenter sur la partie filtre de vitesse, comment on a fait pour représenter ces différentes forces-là, FM, FE. Donc, retenez que toujours pour la partie filtre de vitesse, toujours les deux forces FE et FM doivent être de sens contraire si on veut que ces particules suivent une trajectoire bien sûr rectiligne. Et maintenant, si on connaît le sens de FE, FM doit être toujours de sens contraire, hein. Sinon, si FE et FM étaient de même sens, les particules vont être déviées vers le bas, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Alors qu'on veut que les particules suivent ici une trajectoire, n'est-ce pas, rectiligne. Dans ce cas, les deux forces doivent être toujours de sens contraire. C'est la partie filtre de vitesse. Donc, pour la partie filtre de vitesse, vous aurez toujours les deux forces qui seront toujours dans le sens contraire. Et dans ce cas ici, si FM et FE sont de sens contraire, là, il y a une relation donc qui va lier, bien sûr, FM et FE. Sans oublier que FM, c'est QV vectoriel B et FE, c'est égal à QE. Donc là, vous aurez une relation entre E, V0 et B. Si vous appliquez ici Fm plus Fe égale vecteur nul, donc là, vous verrez que Fm, si vous remplacez par QVB et Fe par QE, là, on peut faire ressortir une relation entre EV0 et B1. Donc, je pense que si vous en avez des questions, toujours par rapport à ce qu'on a, à la question 2-4, sinon, bon, il nous reste, je pense, trois questions qu'on pourra, n'est-ce pas, terminer pour une autre séance. Voilà. Et maintenant, même, il reste un dernier exercice qui va porter sur les interférences lumineuses. Je pense que vous avez entamé, bien sûr, les interférences lumineuses. Voilà, comme vous le voyez, l'exercice 5 porte sur les interférences lumineuses. On aura aussi l'occasion de faire cette partie-là pour notre prochaine séance, bien sûr. Donc, essayez en même temps de regarder l'exercice. Maintenant, si vous en avez besoin aussi des corrections des exercices, consultez le site Takana. Donc, vous allez trouver pour les élèves qui sont venus un peu en retard. Donc, consultez le site Takana pour pouvoir consulter la correction des exercices qui vont vous aider concernant la révision pour la préparation, bien sûr, du baccalauréat. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que on va se donner rendez-vous à une. Monsieur, Oui. pouvez-vous revenir sur la question, déterminer le rapport Q Mhm. sur M en fonction de E, U et B? E, U et. Ah, OK. Pour la question 4-2. 4-2-4. Oui, oui. Bon, pratiquement, nous, on s'était arrêté à la question 4-2-3. Mais bon, pour exprimer ici le rapport Q sur M, donc je vais vous montrer. Donc là, c'est. Donc, pour déterminer la question, bien sûr, 4-2-4. Donc, je vais vous montrer 4-2-4. On vous dit exprimer le rapport. Donc là, on a besoin de Q sur M. En fonction ici, on vous dit de U, E et B. Hein? E, U et B. Et là, donc, on va faire d'abord appel à la question, à la condition qu'on a dit ici. Donc, on a dit que ici, FE, donc là, on a bien dit FE plus FM égale vecteur nul.
Et dans ce cas, je transpose. Là, j'aurai FE égale moins FM vecteur. Mais en norme, j'obtiens ici FE égale à FM. Or, FE, on sait que c'est égal à QE1. Et FM, on sait que c'est QVB. C'est-à-dire que QV vectoriel B, c'est QVB. N'est-ce pas? Donc là, tu vois que ici, on peut même simplifier par Q. Et si je simplifie par Q, j'obtiens ici E égale à V0 fois B. Maintenant, ça, c'est une relation à retenir. Maintenant, sans oublier que au niveau de la question 4.1, tu avais dit que là, donc là, vous le voyez, n'est-ce pas? Donc, sur cette question-là, tu as bien dit, on avait montré que, voilà, Q sur M, on avait dit que c'est égal à V0 carré sur 2U. Donc, on va faire appel à cette question-là. Donc là, on avait dit que Q sur M égale ici V0 carré sur 2U. Hein? Or, ici, tu viens de montrer que E, ici, égale à V0B. Donc là, tu viens de montrer que E égale V0 fois B. Donc là, tu sors V0. Donc V0 sera égal à E sur B. Donc là aussi, si tu l'élèves au carré, ça sera E au carré sur B au carré. Et maintenant, tu reviens ici sur l'expression de Q sur M. Tu remplaces V0 carré par E carré sur B carré. Donc là, tu auras E carré, n'est-ce pas, sur 2U, voilà, BO carré, n'est-ce pas? Donc Oui. là, c'est l'expression de Q sur M qu'on a demandé en fonction de EB et EBU. Hein? Donc Oui. ici, il fallait juste voilà, utiliser l'expression FE plus FM égale vecteur nul. Hein? N'est-ce pas? Si tu utilises ça, tu as une relation entre E, V0 et B. Et là, maintenant, tu vas revenir à la question 4.1 pour remplacer uniquement V0 par son expression. Voilà, tu as compris, hein? Oui, d'accord, merci. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour une autre séance pour pouvoir terminer. Il reste pratiquement même, je pense, 2 questions uniquement. Et aussi, il y a un dernier exercice qui porte sur les interférences lumineuses, n'est-ce pas? Maintenant, on va se donner rendez-vous. Voilà, il y a Papa Ndiaye qui intervient. Donc, merci Papa Ndiaye. Donc, on va se donner rendez-vous pour une autre séance. Maintenant, pour pouvoir continuer bien sûr la suite. Voilà. Donc, si vous en avez besoin pour la correction, consultez le site Takana. Voilà, donc je vous remercie. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci.